Au cœur de Kinshasa, une voix s'élève, reflet de nos histoires sous le ciel du Congo. Des rues de notre ville jusqu'à l'étreinte du monde. Kinshasa Télévision, notre véritable visage. Nous racontons notre voyage en couleurs vives et éclatantes, transformant les perceptions, apportant la vérité. Fini les récits lointains, c'est notre tour de partager la beauté et la lutte avec une passion rare. Nous sommes Kinshasa, nous brillons si fort. À travers nos voix, nous illuminons la nuit, racontant nos histoires avec des cœurs si purs. Kinshasa Télévision, notre esprit perdure. Notre mission est claire et vraie, montrer au monde notre fierté. Bonjour et bienvenue sur Kinshasa Télévision. Bienvenue dans Cocorico. C'est un réel plaisir de vous retrouver encore. Donc, je suis de retour pendant quelques jours de petites vacances, quand même, on peut le dire. Et bravo. Bravo encore à Jean-Kia Mukelenge, à André Junior Moumaka et à monsieur Charles Dimanja Wembi de vous avoir tenu compagnie pendant cette petite absence. On est de retour pour un autre numéro de cette émission Cocorico, que vous avez pris l'habitude de suivre maintenant depuis 3 semaines en direct sur Kinshasa Télévision. Vous êtes très nombreux à nous suivre sur TNT, donc en clair, à Kinshasa. Également sur les réseaux sociaux, sur YouTube, Kinshasa Télévision, également sur Facebook, sur notre chaîne Kinshasa Télévision. Et merci énormément de vous connecter pour partager avec nous tous les jours l'actualité en République démocratique du Congo et à travers le monde. Aujourd'hui encore, on se retrouve avec des informations qui vont sûrement vous édifier pendant toute la journée. Pourquoi le matin? C'est simplement pour que vous puissiez vivre avec ce que nous allons vous proposer le matin dans le cadre de cette émission, dont voici les principaux titres. La tempête politique née de l'audience officielle accordée au Mongaliema par le chef de l'État au sénateur républicain Ronny Jackson ne faiblit pas. Depuis sa déclaration devant le Congrès américain, la polémique gonfle. Jackson agissait-il vraiment au nom du président des États-Unis? Bientôt, nous reviendrons sur la mise au point de l'ambassade américaine à Kinshasa et la réaction du gouvernement congolais. Sur le front diplomatique, les échanges se poursuivent entre Félix-Antoine Tshisekedi et son homologue angolais, également président en exercice de l'Union africaine, malgré la désignation de 5 nouveaux médiateurs issus des derniers sommets SADC et EAC. Leur mission, piloter le processus de paix fusionné de Luanda et Nairobi pour stabiliser l'Est de la RDC. Le ministre angolais des Affaires étrangères a livré donc ses explications à ce sujet. Pendant ce temps, les tractations pour la formation du gouvernement de l'Union nationale se heurtent à des vents contraires. À l'Union sacrée, une crise de légitimité mine le nouveau présidium. À l'UDPS, le bicéphalisme du secrétariat national complique encore les choses. Notre invité du jour, Alex Dende, alias Lexus Légal, artiste engagé, secrétaire national à l'identité culturelle des Lessidés de Martin Fayoulou et cadre de la coalition, Lamouka, farouchement opposé aux consultations en cours.
À Walikale, la trêve reste fragile selon le communiqué de l'état-major des FARDC. La coalition AFC M23 et l'armée rwandaise se préparent à lancer une offensive sur Kisangani. Le Conseil de sécurité de l'ONU a réagi hier avec une ferme condamnation. Et enfin, le concert de solidarité prévu le 7 avril à Paris en hommage aux victimes des conflits à l'est de la RDC annulé. L'artiste congolais Diaspora Poison Mobutu devait s'y produire, sera en principe avec nous sur ce plateau pour en parler. Donc voilà, avec mes confrères et notre invité, nous sommes avec vous. Bienvenue dans Cocorico. Monsieur Dimanja, bonjour. Bonjour, monsieur Marius. Bienvenue à Cocorico. Voilà. Il nous a beaucoup manqué. Ah oui, mais vous m'avez manqué aussi. Alors, Jean Kia, qui était la star pendant quelques jours, cette émission, qui a bien tenu cette émission, bravo. Hein. Merci, c'est grâce à toute l'équipe. Hein. C'était bien que, voilà, on t'a vu au four et au moulin, tu l'as bien fait, mieux Merci. que moi. C'était bien. Il n'y a que Cocorico qui a manqué. Bah ouais, hein, bien sûr. Et André Junior, j'ai vu hier que tu étais un peu fatigué. Hein, quand Maïkhili, tu n'étais pas en forme. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on est humain. Hein. Ça fait plaisir de vous retrouver. En tout cas, merci d'avoir tenu Cocorico en mon absence. Et on est de retour avec notre invité du jour. Je voulais annoncer Monsieur Alex Dende Lexus au cadre de la Mouka. Monsieur Dende, bonjour. Bonjour, monsieur Marius. Merci beaucoup hein, pour ce plaisir d'être avec nous, notre invité sur ce plateau. Il n'y a pas mieux, je l'ai dit d'ailleurs, hier quand on était en train de préparer cette émission, je leur ai dit, pour les sujets qu'on aborde aujourd'hui, il n'y a pas mieux que vous. D'abord, en tant qu'artiste engagé, comme on l'a dit, vous l'êtes, vous le restez au fond de vous, mais surtout en tant que cadre de la Mouka, qui est, comme on l'a dit dans les titres, farouchement, qui n'est pas du tout d'accord avec la façon dont les négociations politiques se déroulent. Et avec vous, on va essayer de commenter ensemble l'actualité, avoir votre position et celui de votre parti. En tout cas, merci. Merci, ça nous fait quand même une belle lurette. Donc, merci, monsieur Marius, pour l'invitation. Et je suis très, très honoré d'avoir un cher aîné, Michel Dimanja, dans le plateau. Vraiment, je suis très honoré. Et ça fait plaisir de voir qu'au moins cette chaîne a respecté quelqu'un qui mérite amplement d'être là pour tout ce qu'il a donné, en tout cas dans le milieu de médias et surtout de la presse. C'est quelqu'un que j'admire énormément, donc c'est un grand plaisir d'être là à ses côtés. Et bien sûr, nos deux autres jeunes frères, je suis très honoré. En tout cas, merci. Les deux stars de Kinshasa Télévision. Voilà, les deux stars. Alors, voilà, on va essayer on en parlait, hein, on va commencer par là. On parle de scandale, mais c'est quelque chose qui est arrivé. Quand c'est arrivé, on a vu, on va commencer par là, le sénateur, comme on dit, droit dans la... Mais qu'est-ce qu'on dit? On met les à la patte, directement. Parlons de cette affaire du sénateur américain Ronny Jackson, dont on a parlé ici, on a même demandé à Cocorico ce qu'il pensait. Et finalement, on se rend compte, après une déclaration farouche, où il est en train de prendre position par rapport à la situation à l'est de la RDC, finalement, on nous dit que ce monsieur qui était présenté comme l'envoyé spécial de Donald Trump ne l'était pas. Il ne l'était pas parce que l'ambassade des États-Unis ici à Kinshasa a publié un communiqué pour clarifier les statuts sous lesquels il est venu ici. Monsieur Ronny Jackson est venu ici sous une casquette officieuse. Donc, il n'a pas été délégué, il n'a pas été envoyé ici comme représentant du président Trump. Sinon, il aurait été nommé. Mais il n'a pas été nommé, il n'a pas été investi par une mission officielle. Mais la communication officielle, c'était le président de la République a reçu l'envoyé spécial du président Donald Trump. Et je vous ai dit que j'ai vu clairement que c'était un peu suspect que quelqu'un qui avait une mission officielle n'ait pas pu communiquer sur sa visite sur son compte Twitter. Je vous ai dit ça. On a eu un débat là-dessus. Et cette réponse est venue simplement parce qu'il a dit des choses qui ne plaisaient pas tout à fait. Il n'a pas bien parlé du Congo. Moi, je crois que je suis revenu de temps en temps sur l'importance de la communication en ces temps de crise et de guerre à l'est de notre pays. Et surtout, on a cette haute et grande instance de la présidence de la République. C'est vrai qu'on va tout à l'heure revenir sur la réaction du gouvernement via les porte-parole, le ministre de la Communication, Patrick Moyaya, qui dit clairement que voilà, ces propos, ces allégations ne sont pas ceux du gouvernement américain. Mais quand il dit ça,
il fait beaucoup plus allusion au fait qu'il a dit corruption, il a dit Alors problème de justice, mais il y a un problème sérieux de communication. À la fois, parce qu'on était en train de parler sur le remaniement du cabinet. Non seulement il y a un problème de communication, il y a un problème de protocole. Comment est-ce qu'on n'a pas pu découvrir le pedigree de M. Ronny Jackson? Comment est-ce qu'on n'a pas pu savoir à quelle qualité il est venu ici? On a tout de suite présenté comme un envoyé spécial du président Trump. Qu'est-ce qu'on voulait derrière cette présentation insinuée? Alors, beaucoup de Congolais l'ont suivi. Hein. C'était plutôt des textes. On va vous faire réagir tout à l'heure, M. Dende, par rapport à ça. Mais j'aimerais que vous puissiez écouter la déclaration justement du Sénat, du congressman Ronny Jackson. Il s'exprimait en anglais. Et nous, à Kinshasa Télévision, vous savez, on essaie d'utiliser l'intelligence artificielle pour nous aider, notamment à traduire ce genre de choses. Donc, on a essayé de traduire ce qu'il a dit en français avec l'aide de l'intelligence artificielle. Je vous propose donc de l'écouter et puis on va revenir tout à l'heure avec la réaction de M. Dende. Ils vont avoir besoin d'investissements étrangers pour venir. Ils vont avoir besoin que les entreprises d'autres pays veuillent venir et opérer là-bas. En ce moment, cela ne peut pas se produire car il n'y a pas le niveau de sécurité requis et il n'y a pas l'absence de corruption. Il va y avoir un certain niveau de corruption partout où vous allez. Mais quand j'étais là-bas, j'ai été choqué par le niveau de corruption là-bas. J'ai parlé à une entreprise suisse ce matin et ils m'ont dit que leur entreprise valait quelque chose comme 18 milliards de dollars et ils ont reçu une facture fiscale l'année dernière pour leur entreprise de 80 milliards de dollars, ce qui est ridicule, n'est-ce pas? Et donc ils ont protesté et ils ont réussi à la réduire à 1 milliard de dollars, ce qui est encore des centaines de fois plus que les bénéfices qu'ils réalisent dans l'année. Donc, ils sont imposés à un taux déraisonnable. Les pots de vin, évidemment, sont un gros problème. Les Chinois peuvent se permettre de payer les pots de vin où ils sont prêts à les payer. Et vous savez, nous, en tant qu'États-Unis, ne le sommes pas. Beaucoup de pays ne sont pas prêts à faire cela. Donc, ils finissent là par pouvoir concurrencer sans concurrence. Il y a aussi un système judiciaire biaisé. Vous ne pouvez jamais être assuré que si vous y allez et que quelque chose, vous vous retrouvez dans une sorte de situation légale. Désaccord sur le fait que ce sera un jugement équitable, vous savez, et qu'ils vont statuer en votre faveur si vous avez raison. Il y a des taux de change manipulés, il y a des amendes déraisonnables. Vous savez, il y a des preuves partout que les membres du gouvernement et leurs familles s'enrichissent de manière indécente avec ce qui se passe là-bas. Tandis que la population là-bas meurt de faim, et vous savez, vit dans un environnement horrible. Je pense que nous devons trouver un moyen de résoudre cela. Je pense que tant que cela n'arrivera pas, beaucoup d'autres choses ne vont pas importer. Je ne connais pas la réponse à cela, mais j'aimerais avoir votre avis. Chacun de vous, pensez-vous que dans la situation actuelle dans laquelle nous nous trouvons, et évidemment, il y a d'autres problèmes aussi. Je veux juste mentionner aussi, juste pour le dossier, mais vous savez, il y a certains, ce n'est pas tout financier. Maintenant, et sûr, je pense qu'une grande partie est motivée par le bénéfice financier des minéraux là-bas. Mais je pense qu'il y a aussi d'autres. Voilà, donc on est revenu juste à la partie qui a fâché un tout petit peu le gouvernement. Quand il traite le gouvernement congolais d'être corrompu. Mais M. Dende, d'abord, votre réaction, vous avez entendu la sortie médiatique de ce congressman. Quel est votre point de vue? Merci beaucoup. Je commencerai d'abord par revenir sur quelque chose que M. Dimanja a dit. Je ne suis pas totalement d'accord. Je ne pense pas qu'il soit venu ici de manière officieuse. D'accord? Il est venu officiellement avec un ordre de mission bien établi. Il fait quand même partie de la commission aux affaires extérieures, enfin, on dit relations extérieures ou aux affaires étrangères. C'est un congressman, c'est un élu, c'est un officiel américain qui est venu. Et de ce fait, il s'est fait accompagner par l'officiel américain ici, qui est l'ambassadrice des États-Unis, qui est partie voir. C'était pas à ce titre d'envoyé spécial du président. Je suis totalement d'accord. Et l'ambassadrice a été claire par rapport à ça. Que, en ce qui concerne l'ambassade des États-Unis, elle n'a jamais présenté ces messieurs comme tels. Ceci ne le dénigre pas du tout. Ceci met plutôt en lumière l'amateurisme et ce que les Chinois appellent le matalana de notre propre gouvernement. Ça veut dire. Mais l'intention était claire. En fait, il faut remettre les choses dans leur contexte. Il arrive à quel moment? Il arrive au moment où on nous brandit ici des pseudo-négociations en ce qui concerne cette histoire de minerais contre la paix contre la sécurité. La paix, c'est encore autre chose. Contre la sécurité. Donc, ce qui met en exergue, on va dire, l'incompétence générale de ce gouvernement de pouvoir gérer
c'est que la mission première d'une armée, c'est-à-dire... Mais ça existe dans notre pays de collaboration, de partenariat dans le but de renforcer la sécurité de son pays. Ça, c'est pas considéré comme tel. On pourra en discuter parce que je n'en connais pas beaucoup de ces genres de partenariats qui disent vous allez prendre le minerai stratégique et après on va vous laisser nous faire la sécurité. Mais ceci met en exergue encore beaucoup de choses. La sécurité contre quel pays? Contre le Rwanda. Merci de regarder. Regardez les deux cartes et dites-vous que le Congo est en train de brader ou veut brader ces minerais stratégiques. Le président est revenu déçu. Il a dit qu'il n'en a pas la moindre intention. Il l'a dit lors de sa sortie médiatique. Merci de lire ce qui est écrit, parce qu'entre ce qui est dit et ce qui est écrit, c'est toujours un fleuve au milieu. D'accord? Si vous regardez, et à un moment donné, vous avez vu un ministre dire que ah non, ça va se discuter dans le cadre de l'AGOA. Je ne sais pas si vous maîtrisez très bien le sujet, mais c'est encore une autre hérésie. Et ça, on pourrait en revenir si vous le voulez bien. Donc, bref. C'est cette forme d'amateurisme, et bien sûr que vous n'aurez aucune démission. Enfin, ne vous attendez pas à ce que le gouvernement ou la présidence revienne sur son communiqué. C'est la présidence qui emporte totalement la responsabilité d'avoir mal aiguillé le pays, d'avoir humilié le pays de cette manière. Après, on peut revenir sur le fond de ce qui est le monsieur en train de dire, parce qu'il fait rapport quand même au Congrès, à la Commission, au Capitole. Il ne faut pas dire que, ah ben tiens, ça n'engage. Parce que j'ai suivi M. Mouillet qui a dit que c'est que le monsieur dit n'engage pas le gouvernement américain, ils ont des rapports, mais ça ne l'a pas du tout empêché, M. Mouillaya, en gros, de contredire, parce qu'au fond, il n'est pas allé dans les arguments de fond, il n'a pas rencontré le monsieur dans les arguments de fond, il a botté en touche en disant ah, ça n'engage pas, ah, il n'est pas, ah, il est ceci. Mais il a plutôt contredit d'abord la présidence, qui a présenté ces messieurs la présentation qu'elle en connaît, il a plutôt contredit la présidence. Et bien sûr, cette bourde ne changera absolument rien dans le fond de ce que ces messieurs disent, surtout en ce qui concerne la nature de ce gouvernement et la gestion qu'il fait de ces pays. Après, bien sûr, on peut revenir sur aussi l'autre partie de sa déclaration concernant le Congo. Et ça, il y a des choses que l'on peut dire. J'aimerais, parce qu'il y a cette partie-là, on l'a pas suivie, mais c'est vrai que bon, vous êtes opposant au régime actuel et c'est tout à fait normal que vous puissiez vous opposer notamment à ce que le gouvernement a dit. Mais ma question, c'est par rapport à l'une des déclarations que M. Jackson a faites. Il parle d'une sorte de gestion commune de l'Est de la République démocratique du Congo où le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda doivent se mettre ensemble pour profiter tous des richesses de la RDC. Et il explique notamment que le Rwanda, c'est comme s'il expliquait la réaction du Rwanda qui se sent en insécurité parce que Goma se trouve à la frontière entre le Rwanda et la RDC et qu'il y a du tourisme qui est développé au Rwanda et que l'insécurité à l'est de la RDC empêche les Rwandais à promouvoir son tourisme. J'aimerais avoir votre réaction par rapport à ça. D'abord, excusez-moi de botter aussi un tout petit peu en touche par rapport à votre introduction. Là, dire que c'est parce que je suis opposant et que c'est normal que je puisse m'opposer ou aller dans un sens. On a rarement vu au Congo des opposants qui applaudissent le pouvoir. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que ils disent qu'ils ont raison. Vous êtes toujours. Allons-y, mais sortez, interrogez les Quinois, les Congolais, en ce qui concerne, prenons juste la corruption. On n'a pas besoin d'être opposant pour pouvoir dénoncer cela ou voir le fait tel qu'ils sont. Ce sont les faits. En date, ici, le dernier en date, c'est l'histoire de Forage et des lampadaires. Enfin, il y en a depuis le début de ces régimes. Hein. Vous vous rappellerez de rétrocommission et après on a atterri dans cette histoire des 100 jours. On peut aller beaucoup plus loin. Donc il n'y a pas besoin d'être un opposant pour mettre un miroir en face de ce gouvernement. Et M. Mouillet reconnaît, il a dit lui-même que on n'est pas parfait, on essaye de s'améliorer, mais ça fait 7 ans que cela dure et ce qui est dit dans cette partie n'a pas besoin d'être un opposant pour pouvoir être totalement en accord avec cela. Il dit c'est un système qui n'a pas commencé lorsque eux ont accédé au pouvoir, c'est un combat de tous les ans, de tous les jours du gouvernement actuel, justement. Qui dit cela? Mouyaya. Très bien, c'est un système qu'ils ont trouvé, mais en fait, je ne sais pas si vous avez lu le projet des sociétés de M. Tshisekedi en 2018. Je ne sais pas si vous connaissez cela, combattre la pauvreté. Je ne sais pas si vous avez lu et les engagements. Il y avait même une brigade particulière. Et les engagements qui s'étaient réellement fixés pour pouvoir combattre la corruption. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On peut se poser cette question? Merci beaucoup. Revenons sur les retombées justement de la visite du sénateur Jackson
dans notre pays par rapport au partenariat sur les minerais stratégiques, avec tout ce qu'il a dit sur la corruption, sur les détournements, il a parlé d'une société qui a été frappée d'une amende de 80 milliards de dollars. Je suppose qu'il faisait allusion à Glencore, parce que c'est la seule société suisse qui est dans notre pays. Est-ce que vous pensez qu'avec un tel discours, il y a encore espoir qu'un jour, les Américains reviennent ici? C'est que je sais que je ne sais pas si ce gouvernement, si Monsieur Tshisekedi a fait ce qu'il faut pour assainir le milieu des affaires. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a les faits. Les faits sont là. Moi, je peux vous parler de mon expérience personnelle dans ces milieux-là, parce que j'ai un tout petit peu travaillé dans ces milieux-là. En tout cas, c'est trop pompeux de dire minier ou autre chose. Enfin, mais on a fait des petites choses avec mon entreprise il y a un moment dans ces milieux-là, dans la sous-traitance. Et je peux vous dire que c'est incroyable. Donc, mais à partir de là, il ne s'agit pas de moi, on ne va pas parler de ça, mais les faits sont là. Qu'est-ce qu'il a fait pour assainir ces milieux? Tout ce qu'on a vu est que dans ces milieux, la seule chose qui réellement assainit et qui se porte très bien, c'est la corruption. Ça, c'est un fait. Et à partir de là, tout le reste, les mots que le monsieur a choisis pour pouvoir dépeindre ce qu'il a constaté au Congo, ce sont ces mots, mais nous luttons contre ça depuis. Nous dénonçons cela. On ne va plus revenir sur la corruption, on a parlé de ça. On parlait de la sécurité à l'Est. Maintenant, en ce qui concerne cette partie, la mutualisation, la partie un peu sarkozienne, comme on dit, parce que c'est une... Sarkozy a porté cette histoire un tout petit peu haut depuis en disant mutualiser. Nous n'avons pas forcément été d'accord avec cela depuis que M. Sarkozy s'est prononcé sur cette manière de pouvoir régler le problème. Vous n'allez pas aller en France et vous dites tiens, la France doit pouvoir mutualiser. Non, je crois en fait que tout ça est lié à la faiblesse du Congo. Est-ce que M. Sarkozy ne s'est pas fondé sur l'exemple de la France et de l'Allemagne à propos de l'Alsace? Votre micro, s'il vous plaît. Pendant longtemps, les Français et les Allemands s'est crêpé les chignons au sujet de l'Alsace et Lorraine, au sujet des minerais de charbon et de l'acier. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de mutualiser justement comme... Je comprends très bien, mais tout ça est arrivé, le contexte, que ce soit de l'Alsace et autres, est arrivé aussi quand? Il faut savoir que l'Allemagne a été mise à genoux, l'Allemagne a à un moment perdu la guerre, d'accord? Et qu'entre les accords qui ont été signés entre le reste, à un moment, ça devenait un peu plus simple d'aller dans ces genres de choses. Nous sommes dans une guerre larvée où les indices sont en train de montrer que nous sommes en train de perdre et nous n'allons pas, en tant que Congo, comment je peux dire, accepter tout et l'inacceptable. C'est-à-dire que ça, je suis en train de le dire, que le Congo n'arrivant pas à assumer ou à affirmer sa souveraineté qui passerait aussi par la capacité de pouvoir tenir ses frontières et de tenir la sécurité, il est tout à fait un moment, malheureusement, c'est normal pour des États qui nous attaquent ou qui nous agressent, arrivent à imposer leur narratif. Et c'est ce que nous constatons. C'est-à-dire qu'on va dire que, l'insécurité que le Congo nous impose nous pousse à aller beaucoup plus loin pour pouvoir nous protéger de la stigmatisation des ressortissants des tribus, alors que le Congo, nous tous, nous sommes un tout petit peu, on a que des tribus à peu près minoritaires, donc nous tous, nous pouvons nous plaindre de cela. Mais si ces pays arrivent à imposer leur narratif pour que d'autres États reprennent cette chanson, la mutualisation pour la paix, c'est la faiblesse de l'État congolais. Et la faiblesse de l'État congolais, il ne faut pas l'expliquer par plusieurs mots, passe aussi par des élections illégitimes, par l'incapacité de pouvoir réformer l'armée, parce que tout simplement, on se retrouverait avec des brassages, des mixages qui ont totalement impacté l'armée. Et nous sommes dans l'état où nous sommes. Nous devons plutôt réfléchir à une solution congolaise à la problématique actuelle pour pouvoir imposer aussi notre narratif ailleurs. Le brassage, justement, on en parlera tout à l'heure quand on va parler de votre position, notamment, vous souteniez les négociations directes avec le M23, on en parlera tout à l'heure. Mais entre-temps, on va regarder quand même la réaction du porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, qui s'exprimait après donc, cette sortie de M. Jackson. Et puis, on se retrouve tout à l'heure. Ce qui a été dit par les congressmen Johnny, mais je pense que l'ambassade américaine a réagi aujourd'hui. Que ce qu'il a dit
relève de ses opinions personnelles. Ce qu'il a dit n'engage nullement le gouvernement américain. Nous avons eu à plusieurs reprises des discussions, que ce soit au niveau de la Maison-Blanche ou au niveau du département d'État. Il n'a jamais été question d'aucune manière de penser qu'on pouvait remettre en question ou faire un quelconque débat sur les limites frontalières ou territoriales de la République démocratique du Congo. Pour preuve, regardez, le 27 janvier, je pense, il y a eu un premier appel entre les secrétaires d'État Rubio et le président Tshisekedi. Si vous regardez, on parle dedans de la souveraineté de la RDC, et vous avez aussi suivi que le même gouvernement américain a pris des sanctions contre James Kabarebe, qui est ministre d'État au Rwanda, qui est considéré comme l'architecte de la guerre dans l'Est. C'est-à-dire qu'ici, j'ai vu les réactions qui sont évidemment fondées, mais sa position n'engage à rien le gouvernement américain, avec qui nous sommes déjà dans des discussions sur des sujets qui sont variés et divers. Alors, dans les commentaires, j'ai aussi vu qu'on parle de minerais dans cette partie Est, mais on vous a déjà démontré ici que la raison pour laquelle on nous fait la guerre dans l'Est, mais c'est parce que nous voulons justement améliorer la gouvernance. Parce que nous voulons justement apporter plus de transparence. Nous n'avons jamais dit que tout était parfait, mais regardez depuis combien de temps cette violence persiste dans cette partie du pays. Elle ne date pas de l'arrivée aux responsabilités du président Tshisekedi, mais aujourd'hui, dans la même audition, il y avait M. Sacha Lesnev qui travaille pour Sentry, une organisation qui est spécialisée justement dans l'observation de toutes ces questions minières. Lui, il a reconnu les efforts qui sont faits, notamment en matière des luttes contre la corruption. Et donc, je crois que de ces points de vue, il ne faudrait peut-être pas faire d'un œuf un bœuf. C'était une opinion personnelle qui a été exprimée, évidemment avec une certaine orientation, qui montre que le conflit en République démocratique du Congo, ce n'est pas en 24 heures ou en 72 heures que vous faites le tour dans la région, que vous en maîtrisez tous les méandres. Voilà, donc c'était la réaction du ministre congolais de la communication, Patrick Mouyaya, par rapport à cette sortie du congressman américain. Une réaction rapide avant qu'on passe aux négociations. Vous avez suivi ça? Donc c'était... Oui, j'ai suivi la réaction du ministre Mouyaya, mais moi, en fait, j'allais revenir encore pour une question à M. Dende. On a parlé, c'est vrai que le monsieur a parlé de la corruption, mais il y a d'autres points, j'espère que vous ne serez pas d'accord avec lui, où il dit par exemple que il y a quelques pans de territoire rwandais qui se trouveraient dans notre pays. Êtes-vous d'accord avec ces propos tenus par ces congressmen américains? J'ai dit, je l'ai un tout petit peu évoqué quand j'étais en train de terminer mon intervention en ce qui concernait la mutualisation de richesses du Congo, que nous, on s'inscrivait en faux par rapport à cette solution. Et là aussi, non, il ne s'agit pas du tout de cela. Enfin, je crois que pour ceux qui ont suivi M. Ndayouel, à l'époque, il a été suffisamment clair par rapport à cette situation. C'est plutôt des terres congolaises qui se retrouveraient dans le Rwanda actuel. Donc, nous pouvons... Il y a certaines choses. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il avait utilisé ces mots en ce qui concerne la gestion de ces pays, la corruption, tout ce qu'il a pu relever. Ça, c'est des choses dont on n'a pas besoin qu'un Américain puisse le dire. Nous les dénonçons ici. Maintenant, il y a aussi certains pans de son intervention que nous disons que nous ne sommes pas forcément d'accord. Et là, vous voyez qu'il ne s'agit pas d'être opposant ou pas. Cette lecture de l'histoire, nous trouvons qu'elle est un peu biaisée, parce que sinon, on pourrait aussi revenir sur les États-Unis en ce qui concerne un certain nombre d'États. Du tracé des frontières à l'est du pays, on a l'impression qu'il a été un peu bluffé, puisqu'il a fait une escale à Kigali. Il a rencontré le président congolais. Je crois que c'était déjà dans son agenda de pouvoir faire cela et voilà. Le congressman n'arrive pas à maîtriser la géopolitique dans le Grand Lac en Afrique centrale, alors qu'il est membre d'une commission qui s'occupe de ce problème-là. Vous savez, il y a beaucoup de... Comment est-ce qu'il peut faire vraiment preuve de cette ignorance
Mais regardez, entre guillemets, nous qui de l'histoire de ce pays. Mais nous qui maîtrisons notre histoire, on fait quoi de la souveraineté de notre propre pays? Très bien. Donc en fait, ce n'est pas aux congressmen de maîtriser l'histoire et de pouvoir rendre des choses. C'est à nous de pouvoir affirmer notre souveraineté et d'être capables de pouvoir gérer notre pays pour que les gens ne remettent pas en cause 1885 à chaque fois et dire que non, tiens, nos territoires et autres sont là-bas. C'est notre responsabilité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tout mettre sur la tête des autres. Et machin. Nous aussi, ici, on a une commission, on a une commission des affaires étrangères. Vous avez vu que hier, des mémoires, M. Loukonde est allé au Sénat français accompagné de cette fameuse commission des affaires étrangères. Vous pensez réellement que si on leur posait des questions concernant un certain nombre de pays, la géographie de ces pays et l'histoire, vous avez l'impression que ces gens vont répondre correctement? Ben, je ne pense pas. Donc voilà, c'est notre responsabilité à nous d'avoir notre narratif et d'être capable de pouvoir affirmer notre souveraineté. Ils ne vont pas le maîtriser, mais non, ils ne vont pas non plus affirmer des histoires qu'ils ne maîtrisent pas et des faussetés. Mais ça, ils le font beaucoup. Hein. Moi, je voulais revenir justement sur ces contextes. On ne va pas s'éterniser sur ce sujet-là, mais vas-y. Bien sûr. Moi, je voulais beaucoup plus évoquer les communiqués de l'ambassade des États-Unis qui intervient également presque tardivement. L'ambassade a bien accompagné ces congressmen américains lors de sa rencontre avec le président de la République. Et l'ambassade serait vraiment l'organe attitré pour essayer de recadrer un peu la communication. Bon, l'ambassade, depuis aurait dû, quand ils ont annoncé que c'était l'envoyé spécial du président Donald Trump, l'ambassade aurait dû, en ce moment-là, dire... Justement. Ils ne l'ont pas fait. Mais non, l'ambassade n'aurait dû rien faire du tout. Pourquoi? L'ambassade a présenté le monsieur correctement. Ça, c'est de la politique intérieure. Qu'est-ce qu'on aurait pu accuser cette ambassade de venir corriger le gouvernement? Dans son communiqué, l'ambassade ne dit pas que nous l'avons présenté comme tel. Il s'est dit, on l'a jamais présenté comme tel. Monsieur Dende, je parlais du protocole ici. Ouais. On suppose que le protocole de l'ambassade des États-Unis était en contact avec le protocole de la présidence de la République. L'ambassade a fait correctement son travail, a présenté le monsieur correctement. Maintenant, si vous, au niveau de la présidence du Congo, vous mettez des titres pompeux. Mais l'ambassade, je crois, qui est sortie de cette réserve pour une seule chose. Dès le moment où le congressman a lu sa déclaration et que ici ça partait de tous côtés, l'ambassade s'est dit, écoute, peut-être que c'est important de rappeler des choses. Parce que sinon, c'était à la présidence. C'est sûr que l'ambassade était déjà choquée de voir que la présidence l'avait présenté comme tel, n'a pas réagi parce que c'est de la communication, c'est du marketing, c'était de la politique intérieure. Mais dès le moment où l'ambassade s'est sentie dans l'obligation de rappeler cela, tout simplement parce que la présidence a commencé à gesticuler par rapport au dit ou à la déclaration de M. Ronny Jackson. D'accord. Alors, entre-temps, vous êtes en train de nous suivre également en ligne avec vos réactions. On va prendre une réaction ou deux, Jean. Je crois qu'on va prendre juste une réaction. Ouais. Le micro, on demande à ce que le micro de l'intervenant soit beaucoup plus audible parce que c'est pas très audible au niveau de. C'est un rappel à Gaylor Vangadio que c'est Clément Soubilé qui nous a fait cette petite remarque. Et il y a Shadrach Chama qui dit que le gouvernement est très corrompu, bien sûr, qui voudrait nier cela. Et puis il nous salue par la même occasion. Et sur votre page sur Marius Monga officiel, nous avons cet Américain. Il a rencontré un régime en faillite, faible. C'est pourquoi c'est autorisé de dire de balivernes. Ces fameux Américains doivent apprendre l'histoire chez le professeur Ndayouel. Là, c'est Mathieu Moufanzala. Ouais. Et il y a Fortuna Kanda qui dit, lui, il a un problème de connexion. Et il y a Jean-Philippe Nzemba qui dit, les opposants n'existent pas au Congo. Ah, bon, c'est pas une question. Hein. Il a juste, comme l'autre... Son point de vue. Voilà, c'est son point de vue. C'est son point de vue. D'accord. Bien, on va continuer avec un autre sujet avant de parler de ce concert annulé parce qu'il y a également Poison Mobutu qui est avec nous, qui vient d'arriver. Mais on va parler des négociations. Est-ce que vous souteniez, je parle de votre parti, votre regroupement politique, coalition, c'est encore une coalition, c'est ça? Oui, c'est une plateforme. Plateforme politique, la Mouka. Vous souteniez, avec l'initiative bien sûr des prélats catholiques et protestants, la rencontre, les négociations directes avec le M23 et AFC. Est-ce qu'on peut dire que vous étiez un peu court-circuité de voir le président de la République rencontrer Paul Kagame à Doha?
Court-circuité, non. Pourquoi nous serions court-circuités? Vous attendiez de l'autre côté. Hein. Écoutez, il ne faut pas perdre des vues que c'est M. Tshisekedi qui a appelé M. Kagame son partenaire, fiable, son frère. Et ces genres de rencontres, pour nous, ne sont pas, on ne peut pas dire non-événement, mais constatez avec moi qu'après cette rencontre, bizarrement, les pressions internationales ont faibli. On n'attend plus beaucoup l'appel aux sanctions contre le Rwanda. On a faibli. Hier, l'ONU a condamné fermement, a demandé le retrait des troupes rwandaises. Regardez la tempête qu'il y avait avant cette rencontre, en ce qui concerne la direction ou tout simplement la dynamique qui était prise à ce moment-là des sanctions. C'est partout qu'on était en train de dénoncer ce qui se passait au Congo et l'attitude de M. Paul Kagame avec son armée soutenant le Rwanda. Il a suffi que ces gens puissent se voir à Doha de manière conviviale, comme le dit M. Tshisekedi, pour que tout d'un coup, qu'il y ait quelque chose, une espèce de silence, une espèce de disparition. On n'attend plus le poison rwandais. Tout d'un coup, dans les banderoles, on n'en voit plus beaucoup. Donc, bref, il y a quelque chose qui s'est passé qu'il faut très, très, très bien lire. Est-ce qu'il ne fallait pas faire ça pour calmer un peu la tension? Calmer quelle tension? Calmer, enterrer nos morts ou commencer à les pleurer ou réorganiser l'armée? Non, lorsqu'on est engagé dans un processus de paix, on se dit, ben voilà, on atténue, on privilégie ces processus pour qu'on aille de l'avant. Merci. Se tirer de balles réelles de part et d'autre ne serait pas une solution dès lors qu'un processus de paix est déjà engagé. Je vous rappelle que Walikale Centre a été prise juste après cette histoire des Doha. Eux, ils ont calmé. Qu'est-ce qui s'est passé de l'autre côté? Non, il faut être sérieux, messieurs. C'est-à-dire qu'il est quand même important de pouvoir relever un certain nombre de choses et les relever de manière claire. D'accord? Nous avons, vous dites, nous avons soutenu. Nous soutenons d'abord l'initiative des prélats, on va dire des évêques, tout simplement. C'est que nous appelons le processus de Kinshasa pour que les acteurs congolais puissent se parler. Pourquoi diable M. Tshisekedi parlerait partout, dans toutes les capitales, que ce soit Luanda, Nairobi, Doha, actuellement, il est parti partout parler avec des gens, sauf avec ceux qui sont au niveau interne. Considère-t-il ces gens-là comme étant des marginaux? Ça, on ne sait pas. Mais c'est que nous savons et que la solution ne viendra pas du tout de là. D'un autre côté, nous soutenons l'initiative et le communiqué du 14 mars de M. Martin Fayulu est à peu près clair dans ça. Nous pensons que le processus de Kinshasa, un dialogue congolo-congolais, est à même d'apporter réellement des solutions parce que les gens devront se dire de vérité. Nous parlons de la vérité et de la réconciliation et de la cohésion nationale. Monsieur Dende, lorsque le Congolais se rencontre, comme disait Melissa Wells, il y a plus de chaleur que des lumières. Ce n'est pas la première fois qu'on va se rencontrer. On s'est toujours rencontrés, mais il n'y a jamais eu de solution. Très bien. Mais dans ces cas, je vous opposerai exactement la même chose. Ils se sont rencontrés combien de fois pour trouver quelle solution par rapport à ce qui est arrivé dans notre pays jusqu'à présent? Cela veut dire que l'arbre à palabre ne doit pas casser parce que l'arbre à palabre ne doit pas casser parce que on n'a pas trouvé. C'est que nous constatons et que depuis qu'il est là, il est volontaire pour appliquer ses propres solutions, sa propre méthode. Sa propre méthode a fait que nous n'ayons plus, aujourd'hui, l'autorité de l'État ne s'exerce plus dans les Kivu. Donc, à partir de là, et ça peut encore continuer, la sagesse voudrait que l'on revienne discuter avec ceux qui disent depuis longtemps qu'en fait, vous faites mauvaise route. Oui, c'est nous qui disions qu'avec le Rwanda, faire copain comme il était en train de faire poserait un problème. C'est nous qui étions en train d'être frappés ici, là, à l'ambassade du Rwanda. C'était nous, c'est encore nous. Mais je m'inscris en faux. Tout à l'heure, quand vous dites que le Congolais, quand ils se rencontrent, ils ne trouvent jamais de solution. Mais on a quand même trouvé un pacte républicain au dialogue intercongolais à Sun City. Je n'ai pas compris pourquoi vous dites que... Et pourtant, j'ai dit l'inverse. J'ai dit qu'il ne fallait pas couper l'arbre à palabre et qu'il fallait continuer de parler et surtout parler entre Congolais. C'est ça, je suis en train de plaider pour ça et c'est ça notre position à nous, qu'il faut que nous, ici, nous parlons, que nous disions des vérités, que nous réconcilions et que nous fassions la cohésion nationale. On a mis en place un pacte républicain à Sun City. Pourquoi on l'a cassé? Mais il y a d'autres partis qui démontrent en fait que c'est lui qui est à la base de ce que vous appelez casser. Qu'est-ce que vous pensez, vous? De quoi? De qui est à la base de ce blocage? Non. En fait, il faut prendre le problème d'une autre manière. Oui. Il y a des causes qui sont lointaines, comme nous disons, par rapport à cette crise. Et puis, il y a ce qu'on appelle les facteurs immédiats de la crise qu'il faut. C'est-à-dire que si nous ne révisitons pas ça, nous, en ce qui nous concerne, le facteur immédiat de cette crise, mais nous sommes en 2018. Vraiment, il faut souffrir d'une forme de nécessité pour ne pas accepter que M. Martin Fayulu a gagné les élections.
Et nous nous sommes retrouvés aujourd'hui, les acteurs de cette situation l'ont clairement dit. Tout le monde sait ce qui s'est passé, le compromis à l'africaine. Donc, à partir de là, personne ne va nous dire à nous que, tiens, que certains seraient beaucoup plus déçus que nous, ou seraient beaucoup plus frustrés que nous. Mais nous disons ceci. Nous n'en sommes pas là, mais nous devons en parler. Et parler de tout. Chaque acteur aujourd'hui qui reproche à M. Tshisekedi la manière de faire a des choses à lui reprocher et nous devons trouver un cadre pour pouvoir en discuter et sortir notre pays de là. La force de ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui attaquent notre pays, c'est notre division intérieure. Alors, quel est le problème? Aujourd'hui, vous avez remarqué, excusez-moi, je terminerai par là, que ça passe de M. Bemba ou l'autre dans cette forme de consultation des 0 égale 0. C'est-à-dire que c'est l'union sacrée qui est en train de consulter l'union sacrée. Et on ne sait pas exactement à quoi cela va aboutir. Mais tous sont en train de dire que nous devons aller vers la cohésion nationale. Mais nous le disions depuis le mois de février de l'année passée. D'accord, vous le dites. Maintenant, le cadre est là. Pourquoi vous n'y allez pas? Qu'est-ce que vous appelez cadre? Il y a un cadre de concertation. Quoi, les consultations? Oui, non. Pourquoi vous venez pas? Non, ça c'est encore une autre hérésie. Mais pourquoi le vous mot venez pas? court-circuiter trouve toute sa force et la forme dans ce qui vient d'arriver. M. Tshisekedi dit ce qu'il est en train de tenter de faire, c'est court-circuiter l'initiative Mais là, vous avez refusé mon mot. Excusez-moi, des court-circuiter. Non. Tout à l'heure, vous avez mais non, parce que Doha ne nous court-circuitez pas. Vous avez parlé de Doha. Mais là, il essaie de court-circuiter l'initiative des prélats, on va dire des évêques, d'accord ? Tout simplement en faisant ces gouvernements pour aller débaucher les opposants. Je vous rappelle ici que quand on a pris M. Moutamba, on a dit de M. Moutamba qu'il était de l'opposition. Aujourd'hui, quelle opposition il est en train de vouloir? Républicain, mais qu'il gère avec l'opposition républicaine. Où est le problème? Aujourd'hui, on nous dit, il est passé devant. Vous voyez, c'est là où nous comprenons un peu que les Congolais doivent être quand même un tout petit peu clairs. Il passe, il réunit ses amis de l'Union sacrée, il s'est plaint qu'ils ne l'ont pas aidé, ainsi de suite. Et bon, écoute, je vais mettre en place un nouveau gouvernement. Le gouvernement actuel est toujours en fonction, n'est pas démissionnaire. On est d'accord? Et vous avez un monsieur que l'on sort, qui est son conseiller, et qui se met à consulter le même gouvernement pour former un autre gouvernement. Il faut un tout petit peu ne pas être bon. Vous savez, on est en train de parler des 50 ans de CNPP. Je crois qu'en fait, il y a des gens qui sont candidats. Comment vous pouvez consulter les mêmes personnes, les mêmes, je suis en train de dire, qui sont en fonction, qui n'ont pas réussi à vous aider à appliquer votre programme, parce que jusqu'à présent, c'est toujours son programme, vous les consultez pour qu'ils vous disent quoi, qu'ils ne vous disent pas. Moi, j'allais revenir les consultations. C'est quand même méchant. Vous laissez entendre. Oui, la méchanceté. Plus le problème de psychiatrie dans ce pays. Mais ça, c'est pas moi qui l'ai dit. Enfin, il y a un médecin qui l'avait dit déjà ici, que le Congolais... Enfin, il y a même des statistiques qui sont sorties par rapport à cela. Qu'on est tous impactés par quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que mentalement... Mais là, l'hérésie, elle est quand même un peu flagrante. Le problème, c'est que quand je prends ce que vous dites, quand j'ai compris, vous dites qu'il est en train de se consulter entre eux. OK ? Mais il y a eu un appel qui a été lancé à tout Congolais qui veut bien faire bouger les lignes. Quelles lignes vont bouger? On a fait appel à vous. Mais quelle ligne bougera? Mais vous avez refusé, c'est vous qui avez refusé d'y aller. Dans ces cas, je peux tout simplement, de ce que vous êtes en train de dire, je peux déduire, exactement comme le disait M. Mbosso, que le prochain gouvernement d'Union nationale doit avoir des gens compétents. C'est-à-dire que vous êtes en train de dire ceci. Monsieur, il a dit quoi? Je n'ai pas suivi. La compétence, en fait. Il en appelle à ce que les prochains animateurs du gouvernement puissent être des gens compétents et sérieux. Ça veut dire que... Okay. Vous comprenez le degré du cynisme, quand même. Le degré du cynisme. Vous êtes en train de me dire que faire bouger les lignes, quelle est la priorité actuelle? On a besoin de la paix à l'est de la RDC. Le président de la République prend l'initiative d'appeler tout Congolais épris de paix pour venir sous ses ordres, se mettre ensemble pour discuter sur comment gérer les choses. Merci. Il est avec ses amis, à peu près 470, c'est-à-dire il a l'écrasante majorité au niveau du Parlement. Tous les gouvernements lui est acquis. Tous les gouverneurs de province sont à ses bottes. Et il n'arrive pas. Vous avez constaté que la paix, non, c'est pas qu'elle est menacée, elle est presque morte dans toutes ces régions. Il n'arrive pas et vous pensez que d'autres personnes viendraient sous ses ordres. C'est-à-dire, ce que vous êtes en train de dire, que son programme est totalement faux. J'ai pas dit ça. Non, mais c'est ça. Non. Comment on va faire bouger les lignes si c'est la même personne qui anime? Excuse-moi, monsieur. On vous a lancé un appel, vous avez refusé d'y aller.
Il y a même cet internaute qui dit, une question à M. Dende, combien de fois le président Tshisekedi, c'est M. Maître Totorino, combien de fois M. Tshisekedi a tendu la main à son frère Martin Fayoulou et avec toute nonchalance, ce dernier lui a toujours craché dessus. Vous savez, cette blague qui consiste à venir à la télé dire « Tiens, j'ai tendu la main », ça, c'est ce qu'on a dit le jour de la prestation de serment. Quand vous avez dit « Vous tendez la main », vous faites quoi après? Vous vous rappelez que c'est encore nous qui avons sorti la proposition des sorties des crises. Qu'est-ce qu'il en a dit? C'est un député qui l'aille au Parlement. C'est encore nous, l'année passée, au mois de février, qui commençons à parler de la cohésion nationale. Qu'est-ce qu'il a dit en décembre, messieurs? Ah non, il n'y a pas besoin de pouvoir discuter pour partager les postes. Qu'est-ce qui s'est passé au mois de janvier pour qu'on commence tout d'un coup à appeler les chômeurs à venir remplir les cases et dire qu'on va faire bouger les lignes? Comment voulez-vous que l'on bouge des lignes avec la même personne qui préside le conseil de ministres chaque vendredi et les résultats que l'on a? Cela veut dire qu'il faut d'abord révisiter son propre programme, parce que du coup, ça donne que tous les ministres sont incompétents. Parce que s'ils n'arrivent pas à bouger les lignes avec tout ce qu'il a, la majorité, le moyen, le ceci, il y a un problème. Vous avez vu, là, hier, on nous a sorti un communiqué du ministère de Finances qui aurait dû être peut-être le communiqué de la Première ministre, dont aujourd'hui tout le monde est d'accord que ces pays n'ont pas un problème, c'est pas vraiment tellement un problème des genres ou des générations, parce que c'est partout qu'on n'arrive pas à réussir, et un communiqué du ministère de Finances qui dit on a doublé les salaires des policiers et militaires. Et ces communiqués... Ça rentre en vigueur aujourd'hui, hein. En vigueur aujourd'hui, merci beaucoup. Ouais. Et ces communiqués... Où est le problème? Mais ces communiqués ne mentionnent même pas le montant de ces salaires-là. On ne le connaît pas. Deuxièmement, d'où vient cet argent que tout d'un coup, on est en train de donner aux militaires qu'on n'a pas pu donner depuis 7 ans? J'ai l'impression à un moment donné que à l'opposition, vous voulez la même chose et son contraire. Allons-y. Ça veut dire que vous luttez notamment pour que les policiers, les militaires... Depuis le début, merci. ...soient bien payés. Bien traités, oui. Et maintenant qu'on fait des efforts, maintenant qu'on leur donne, on double leur salaire, vous dites, vous voulez encore plus ou vous êtes en train de condamner ça? C'est quoi votre problème? Merci beaucoup. Ok. On commence par l'opportunité. C'est-à-dire que depuis le début, nous réclamons effectivement qu'on arrive à bien traiter les militaires. Personne ne nous écoutait. L'opportunité actuelle de pouvoir... ils le font. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez que j'emprunte le même cynisme des gens qui disent, qui remercieraient Nanga pour cela? Vous voulez cela? Quand je parle en ce qui concerne le montant, d'où vient l'argent? On nous a sorti 17 milliards l'année passée en ce qui concerne le budget. 18 milliards cette année. Pourquoi, depuis tout ce temps, cette augmentation n'a pas fait? Diminution des trains de vie des institutions, de nouvelles réformes engagées dans le secteur de finances. Diminution des trains de vie des institutions, c'est quand? M. Tshisekedi a donné, je crois, au mois de février, entre le 1er ou le 2 février. Le 1er février, il y avait conseil de ministres. Je peux me tromper, mais j'ai quand même du mal à me tromper par rapport à ça. Il a demandé à Madame la Première ministre de lui indiquer dans les 72 heures des secteurs où on pourrait effectivement faire en sorte de pouvoir baisser le train de vie de l'État. Jusqu'aujourd'hui, vous avez ces documents-là? Ça n'existe pas. Ça devient secret d'État. Donc, à partir de là, l'argent, là, qu'est-ce qu'on va dire? C'est de la génération spontanée? C'est un salaire aristotélicien? C'est comme ça qu'il faut l'appeler? D'où vient cet argent? Donc, on ne condamne pas cela. Nous nous choquons de dire que ces gens avaient l'argent de bien traiter les militaires et les policiers, et tout d'un coup, par rapport à ce qui est en train d'être arrivé, on nous dit que tiens, il y a l'argent, on va leur donner directement. Pourquoi on n'a pas fait ça depuis tout ce temps? Mais où est le mal de le faire maintenant? Mais c'est pas question de mal, c'est pour démontrer le cynisme de ces gens et le mépris. Le mépris de ces gens. Monsieur Dende, vous soutenez plutôt le processus de Kinshasa, comme on l'appelle, et en vous entendre, vous n'êtes pas totalement d'accord avec les processus qui sont gérés par les pays de la région, notamment le processus de Luanda, de Nairobi et tout ce qui va avec. Sans oublier que ce problème n'est pas qu'interne, ce problème est aussi externe. Voilà pourquoi même le Qatar a pris le devant en faisant appel aux deux présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Ne pensez-vous pas qu'il est très important et que cela est une nécessité de résoudre ces problèmes aussi sur le plan externe? J'avais plutôt dit que la solution ne viendra pas de l'extérieur. Mais nous ne condamnons pas ça. Au contraire, le 14 mars dernier, une déclaration, je l'ai dit tout à l'heure, de Martin Fayoulou est claire. Nous remercions le président Lourenço des efforts qu'il fournit pour tenter de trouver issue à la crise congolaise. Nous sommes totalement d'accord avec ce qui se passe avec l'EAC et SADC, que ce soit au niveau de Luanda, Nairobi et autres. Ça, tout effort concourant à ramener la paix en RDC, nous sommes totalement d'accord avec ça. Mais ce que nous disons est que nous ne pouvons pas exclure que les Congolais puissent parler entre eux. Et nous soutenons et nous implorons, nous
nous demandons... Dans le pacte, il y a aussi les M23. Mais ce n'est pas un problème. Tant que ce sont des Congolais, nous devons nous parler entre nous. Ces gens sont accusés de meurtre en cascade. Pardon? Selon les rapports des experts des Nations Unies, les M23. Je suis totalement d'accord, mais quand M. Tshisekedi envoie sa délégation à Luanda pour qu'ils puissent croiser les mêmes meurtriers et les gens dont on a mis l'argent des crimes sur leur tête, est-ce que c'est nous? Vous voulez quoi? À un moment, soit vous avez les armes, vous avez les militaires pour vous battre et imposer votre logique, soit à un moment, vous allez dans les négociations. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Voilà. Monsieur Dende, nous n'allons pas passer tout notre temps à faire des récriminations. Quelle est la solution finalement? Je vous ai déjà donné, c'est pas passer le temps à faire des récriminations. C'est la même question. Je crois que je vous ai donné. Chaque fois qu'on avance, on trouve une solution, on fait une petite avancée. Ah non, vous mais attends, mais quelle est la solution que vous avez trouvée, l'avancée que moi j'ai refusée ici? Laquelle? Non, mais je vous ai dit, parmi les solutions, nous, en ce qui me concerne, nous disons qu'en fait, la tactique et les solutions de M. Tshisekedi, voici la preuve. La preuve, c'est les deux qui ne répondent plus à l'autorité de l'État, enfin, du moins les grandes villes. Ça c'est pas nous, ce sont les faits. Et donc, comme ces solutions montrent ses limites, il ne faut pas que tous les pays entiers, et surtout la souffrance, prenez d'abord en compte la souffrance des Congolais. Je l'ai dit dans plusieurs émissions, ce qui arrive dans notre pays, la souffrance, les déplacés internes par millions, ce n'est pas une catastrophe naturelle. Il y a des gens qui sont responsables de cette gestion et qui ne se sont pas montrés à la hauteur. Et nous devons même nous réconcilier avec l'idée que ces gens, un jour, devront payer la facture de leur incompétence par rapport à ça. Donc, la solution, aujourd'hui, en ce qui me concerne, et je le répète, c'est d'abord le processus de Kinshasa. Parler entre nous. Allons-y, soutenons la démarche des évêques. Voilà. Alors, il y a une réaction rapidement, Jean Kia. Oui, il y a juste une question qui a été posée. Justement, je crois que la réponse a été donnée. Les actions concrètes qu'il faudrait mener à ces temps-ci. Alors, donc, le président angolais a rencontré quand même Félix Tshisekedi avant-hier à Luanda. Est-ce que c'est important quand même qu'ils se rencontrent parce que c'était un peu la position de l'Angola était un peu. On a vu dans les titres l'Angola a jeté l'éponge, comme s'il en avait marre, comme si. Il y a eu des frustrations parce que le président congolais est allé rencontrer l'émir du Qatar. Comment est-ce que vous avez vu cette rencontre? Au-delà peut-être de la casquette de João Lourenço, président d'exercice de l'Union africaine, n'oubliez pas que l'Angola a un poids sérieux sur l'avenir de notre pays. Depuis la guerre de la FDL, si l'Angola n'était pas... de la partie, je ne vois pas comment la FDL allait arriver ici. La guerre d'agression du Rwanda, lorsque les troupes aéroportées sont allées atterrir à Kitona, si l'Angola n'était pas d'accord, en tout cas, on parlerait autre chose aujourd'hui. Donc l'Angola, c'est un voisin qu'on ne peut pas éviter, qu'on ne peut pas oublier. Que le président le rencontre, c'est tout à fait normal. Moi, je pense que cette rencontre aussi, c'était une façon de remettre en fait une accalmie entre les deux pays, parce qu'il faut reconnaître que depuis la rencontre entre l'émir du Qatar, qui a aidé la rencontre entre Félix Tshisekedi et Kagame, il n'y a quand même pas eu un bon retour du côté de l'Angola, qui attendait par contre des négociations entre Kinshasa et les M23. Et je crois que cette rencontre entre João Lourenço et Félix Tshisekedi, c'était une façon peut-être de calmer les choses, dire que tiens voilà, c'est vrai qu'on a tourné le regard vers le Qatar, mais on reste quand même en étroite collaboration avec l'Angola. Voilà, on va suivre le ministre angolais des Affaires étrangères qui s'exprimait quant à cette rencontre. C'est une fois de plus, je crois, une traduction faite avec l'aide de l'intelligence artificielle. Toutes nos excuses pour quelques petites incohérences. On va suivre ça et puis on se retrouve tout à l'heure. Vient de se terminer la rencontre entre Votre Excellence João Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola et président de l'Union africaine, avec son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, qui est arrivé à Luanda ce matin. Les deux chefs d'État, durant cette rencontre, ont réitéré les bonnes relations qui existent entre les deux pays et les peuples. Deuxièmement,
en ce qui concerne la question du conflit dans l'est de la République démocratique du Congo, les deux chefs d'État, bien que Angola n'assume plus la responsabilité de la médiation, les deux chefs d'État ont convenu donc de maintenir une concertation régulière, une consultation régulière déjà dans le cadre de la responsabilité de la République d'Angola en tant que président de l'Union africaine. Par conséquent, c'est le résumé que je peux faire de la rencontre de ce matin entre les deux chefs d'État. C'était donc le ministre angolais des Affaires étrangères qui s'exprimait sur cette rencontre entre le président de la République démocratique du Congo et celui d'Angola. Mais entre-temps, sur le plan militaire, avant d'annoncer, donc nous sommes rejoints sur ce plateau par l'artiste musicien Poison Mobutu, qui devait... Donc lui, il va pas parler politique. Les artistes, ils ont peur de la politique. On va le laisser un peu. On va revenir à lui tout à l'heure quand on parlera de ce concert annulé, reporté tout à l'heure. Mais parlons du terrain. Sur le plan politique, les FARDC ont sorti un communiqué dans lequel ils accusent la coalition AFC M23 et les forces rwandaises de se préparer pour lancer une offensive sur Kisangani. Oui, le M23 avait annoncé dans un communiqué rendu public le 22 mars qu'il se repositionnerait de la ville de Walikale. 6 jours après, on a constaté que cela n'était toujours pas fait et le M23 a donné comme raison qu'il y avait toujours les drones de FARDC sur cette partie du pays et c'est là, eux voudraient qu'il y ait ce retrait des drones pour qu'eux aussi puissent revoir leur position dans ces coins du pays. Entre-temps, la route nationale numéro 3 qui relie Kisangani à la ville de Walikale, il y a un exode qui est toujours assez timide dans ces coins-là et l'armée congolaise s'est quand même assez repositionnée parce qu'on a quand même vu dans les jours qui sont passés, le nouveau chef d'état-major Gilles Banza qui a fait une ronde dans tous ces coins de la ville, histoire de repositionner l'armée afin de contenir l'avancée des rebelles dans ces coins du pays. Donc ça veut dire que malgré tout ça, sur le plan militaire quand même, il y a toujours... on continue à faire pression pour... On connaît la vieille recette, fight and talk. And talk. Hein? Vous parlez et en même temps vous faites la guerre. Votre réaction? Ce serait naïf de croire que les M23 allaient... Mais ils ont dit qu'ils quittaient Walikale. Oui, mais ils n'ont jamais quitté. Je crois qu'on était avec vous, M. Charles-Mandia, lorsqu'on a participé à une conférence où on dit, lorsqu'ils disent cela, ce sont juste de manœuvres frauduleuses pour, en attendant, se réarmer, se renforcer. On a même vu la destruction d'un avion d'M23FC et même ces camions qui venaient en renfort en vivre et en non-vivre. Je crois que ce sont de stratégies purement pour se renforcer. On n'est pas expert militaire, on ne va pas spéculer là-dessus. Je ne sais pas si vous avez une réaction. Peut-être une petite. C'est rappeler que nous continuons, nous avons fait des marches même réprimées pour soutenir nos FARDC. Nous ne cesserons jamais de remercier leur sacrifice. Parce que nous savons qu'ils payent un prix très très lourd dans ce qu'ils font et tout ce que nous demandons, c'est un peu ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure, meilleur traitement et autres. Mais aussi, cela ne nous empêche pas de nous poser à chaque fois la question de savoir les communiqués rendus publics de FARDC accusant, on accuse auprès de qui? Ça, la communauté internationale. Non, en fait, aussi, il y a un problème de communication. On ne sait pas accuse, mais dénonce. Oui, c'est différent. Parce qu'on accuse, c'est comme si on est un enfant qui va pleurer. En tout cas, mais quand on dénonce, on dit, ben voilà, constatez simplement. Et nous, le même communiqué poursuit et dit que nous, également, nous allons continuer à nous défendre. Le mot utilisé, c'est accuser. Non, c'est dénoncer. Le communiqué dénonce, ça n'accuse pas. Le mot accusé, il est venu de quelqu'un qui a dit ici. Donc moi, je n'ai pris que ces mots-là. Il y a une nuance. Il dénonce. Il dénonce. Très bien. Mais dans ça, on peut toujours lire le communiqué, parce qu'il n'est pas très loin. Mais dans ça aussi, cette dénonciation, les FARDC sont au front. Ils sont en train de se battre. Ça, c'est pas des civils qui dénoncent. Non, nous, en fait, à un moment donné, on pourrait, si quelqu'un me dit, mais auprès de la communauté internationale, mais les FARDC ne doivent pas grand-chose à la communauté internationale. Les FARDC ont un management qui fait que ce sont les politiques, les civils
et autres qui sont à la tête réellement, qui devraient exactement dire ce genre de choses. Ben bon, après, Voilà. nous continuons à soutenir notre armée, mais surtout nous en appelant à la paix et qu'il faut impérativement Ils ont que l'on parle. $500 actuellement. Alors, on va vous avez compté chercher les les pertes et ça informations donne là-dessus. combien On en parlera. Très bien. Sinon, bien. le communiqué des forces armées de la République démocratique du Congo dénonce et condamne cette attitude qui sape les efforts pour le retour de la paix dans l'Est de la RDC entrepris par la communauté internationale, et les forces armées de la République démocratique du Congo continuent de s'inscrire dans la logique des initiatives de paix récemment menées en s'abstenant pour l'heure de déclencher des actions offensives afin de permettre le retrait rapide des forces hostiles de Walikale comme précédemment annoncé. Voilà le communiqué. Non, mais les mêmes communiqués poursuivent. Plus que jamais déterminés et mobilisés, les forces armées de la République se réservent le droit de réagir pour protéger la sécurité de la population et leurs biens en contrant les actes d'hostilité nature à compromettre la pause. C'est tout ce que nous demandons. C'est tout ce que nous demandons. Si j'ai lu ces communiqués, c'était juste pour conclure. Donc on va maintenant passer à l'autre sujet dont on parlait au début de cette émission. C'est le concert qui a été prévu à Paris. Ce concert devait avoir lieu le 7 avril à Paris en hommage aux victimes des conflits de l'Est. Ce concert a été reporté. Un des artistes congolais qui devait se produire, donc c'était des artistes d'origine congolaise qui devaient se produire là. Parmi eux, notre invité Poison Mobutu qui est avec nous sur ce plateau. Bonjour. Bonjour Marius, comment vas-tu? Très bien, ça fait plaisir de t'avoir sur notre plateau. Ouais, c'est la maison ici. Merci beaucoup. Joli plateau d'ailleurs. Ah ben c'est gentil, merci. Et par contre, ouais, vous êtes très bien habillés les gars, je me sens tout petit. Là. Ah ouais. Toi, t'es super bien habillé. J'ai vu que comment t'appelles ça? C'était customisé. C'est customisé Mobutu Poison. Oui, c'est énorme pour faire ça. Moi, je peux pas faire ça. Par un jeune d'ici. Ah ouais, c'est un Congolais qui l'a fait. Exactement. Non, mais c'est très beau. Je salue d'ailleurs. Mobutu Poison, c'est pas un peu provo, ça? C'est très profond. Provocateur. Ah, provocateur. Oui et non. Mobutu Poison. Parce que de base, en fait, moi... Excuse-moi de t'interrompre. Monsieur a travaillé avec Mobutu aussi. Donc, ok. De base, moi, je suis rappeur français. Je rappais à l'époque avec les Kozi, Youssoufa. Nous étions dans le même groupe, Banakin. Et mon surnom était Poison. Voilà. Poison, pourquoi? Parce que j'étais inspiré par les Arsenic, c'est un groupe de rap français, nos anciens. Et donc, j'aimais beaucoup. Et le Mobutu est venu lors de ma signature chez Universal Music en 2008. Je faisais le cover de mon album. Et il y avait Youssoufa qui était là pendant la séance. Il m'a dit, ce serait bien que... En fait, j'hésitais entre deux posters, deux photos. Je me suis dit, est-ce que je vais sur le côté Mobutu ou le côté normal? Il m'a dit, non, on va sur le côté Mobutu, je pense que ça peut faire quelque chose. Ça peut se vendre. Ça peut donner quelque chose. Et après, j'ai un cousin à moi, Mitterrand Champagne, qui m'appelait aussi Mobutu, Fali Poupa qui m'appelait Mobutu. Donc après, j'ai rassemblé Poison Mobutu et c'est resté comme ça. Après, Fali se fait appeler aussi Mobutu quand même. Oui, c'est un état d'esprit. Ah ouais. Lequel? Dictatorial, c'est ça? Oui, le charisme, le Congo, c'est le dictateur. Un peu. C'est révolutionnaire. C'est nostalgique aussi. Hein. Nostalgique, oui, voilà, les années Zaïre, c'est... Voilà, donc c'est ton clip qu'on voit défiler à l'écran. Roi du Zaïre. Roi du Zaïre, malheureusement, dont on ne peut pas écouter le son pour des raisons de droit d'auteur sur YouTube et Facebook. Mais alors, ce concert était prévu pour soutenir nos frères à l'Est. Oui. Et tu devais te produire, d'ailleurs, tu devais partir. Je devais faire partie des organisateurs parce qu'aujourd'hui, je me positionne plus comme étant artiste, rappeur. Je suis aussi producteur parce que producteur et organisateur de spectacles. J'ai organisé le spectacle de Herman Amissi au Casino de Paris. Je fais beaucoup de concerts. Oui, c'était moi. Bravo. De A à Z. Okay. Et je fais beaucoup d'événements en ce moment. D'ailleurs, je viens d'ouvrir ma boîte Warehouse Entertainment ici au Congo, à Kinshasa. Donc je vais revenir. Je reviens petit à petit pour m'installer. Viens, on en parle tranquillement dans un autre cadre. Je serais ravi de te recevoir pour ça. Oui, et donc pour ce concert, c'est des amis à moi, Elvis Adidiema, Charles Tabou, qui ont eu l'initiative de créer ce concept pour faire pression et puis pour récolter les fonds pour les démunis à l'Est, etc. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi d'abord avoir choisi le 7 avril, alors que vous savez que c'est une date des commémorations du génocide rwandais? Après, moi, concrètement, je ne sais pas réellement pourquoi cette date, mais je ne pense pas qu'ils ont visé... comme tu viens de le dire, la commémoration du génocide rwandais. Ouais. Je ne pense pas, c'est peut-être un hasard, mais
voilà, les Rwandais mettent la pression, quoi. Ils mettent la pression pour pas que ce concert ait lieu. concert va Malheureusement, mais parce que ça fait tellement un énorme bruit que ça fait bouger les choses, quoi. On va revenir à toi. Donc, je disais tout à C'est l'heure... un mal pour un bien. Ouais. On disait tout à l'heure, hein, quand on a reçu Lexus Dende, c'est un de je ne sais pas si vous connaissez, vous êtes déjà rencontré sur un plateau de télé, c'est un des grands artistes engagés qu'on a dans ce pays et en même temps très engagé en politique. Pour lui, quand on discutait du sujet, j'ai dit il n'y aurait pas mieux que vous. Je voulais te tutoyer, même si on se tutoie en coulisses, mais quand on parle politique, on se vous voit quand même. Alors, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, donc, je disais, en tant que... Parce qu'il y a la politique qui est dedans, mais il y a un côté artistique. Quelle est ton analyse du fait que ce concert qui était censé soutenir ce qui se passe à l'Est soit annulé à cause d'un autre événement qui implique un autre pays qui agresse la RDC? Je commence d'abord par saluer l'initiative. Il faut, vous savez... Laquelle? Celle d'annuler ou... Non. Enfin, d'organiser les... Je voulais être sûr. Hein, saluer l'initiative de l'organisation. Je m'étais dit, sans faire du bruit et autres, que j'allais impérativement arriver sur Paname et aller au concert sans rien dire. J'allais avoir l'honneur de regarder Monsieur Poison et tous les artistes. Et j'allais vraiment être un peu plus loin. Peut-être pas dans la fosse, mais j'allais être vraiment loin. Et regarder calmement, c'est aussi ma part que je devrais apporter, parce que moi je suis artiste, je suis producteur, je suis ceci, et l'initiative est très belle et très louable. Et vous constaterez qu'à chaque fois, moi en tant qu'artiste, je l'ai toujours dit, quand il s'agit du Congo, même à l'époque Zaïre, même quand l'AFDEL était en train de venir et que le Congo était en lambeaux, on parlait encore du Zaïre ou du Congo d'aujourd'hui que par les artistes. Si les gens sont restés unis, tous ceux qui étaient sur Panama à l'époque, tous les concerts, que ce soit des Werason, des JB, des Blaise Boula, tous, des Fali et autres, c'était le Congo, l'unité du Congo, loin du tribalisme, loin d'autres problèmes. Mais qu'est-ce que les politiques font à chaque fois qu'il y a l'accalmie pour les artistes? Absolument rien. Et on pourra un jour y revenir, on parlera de la politique culturelle et autres. Donc pour rester dans le cadre de ces concerts, moi je salue l'initiative. Effectivement, en ce qui me concerne, je suis de ceux qui disent que les droits et la souffrance de chacun ou de chaque peuple doivent être pris en compte. D'accord? Et il ne faut pas qu'il y ait discrimination. Ok, nous savons très bien que le 7 avril, c'est le début de commémoration du génocide que nous appelons génocide rwandais, et nous savons que des gens ont perdu des vies, et ça, c'est inacceptable. Peu importe ce qui arrive aujourd'hui, partout où les gens sont morts de cette manière-là, nous sommes tous d'accord de dire que c'est inacceptable ce qui est arrivé aussi là-bas. Mais ce n'est pas une raison de marginaliser ce qui est arrivé au Congo, et surtout du fait de ce qui est arrivé là-bas. Nous connaissons l'histoire, nous savons ce qui s'est passé, nous avons vu effectivement le Rwandais entrer armes et munitions chez nous, mais comme réfugiés. Et après, nous nous sommes retrouvés dans cette espèce de traquenard. Nous connaissons l'histoire, nous ne la racontons pas, nous ne sommes pas en train de remettre en cause. Alors, à Paris aujourd'hui, quand vous rentrez dans le site, par exemple, l'officiel de spectacle, vous remarquerez que le même 7, c'est un lundi, enfin de mémoire, le 7 avril, il y a entre 26 à 60 événements culturels en France, à Paris à ce moment-là. C'est-à-dire à l'Opéra de Paris, Casino, ainsi. Il y a Casino de Paris, il y a énormément d'événements. Pourquoi avoir ciblé seulement l'événement congolais par rapport à cela? Et ça, pour nous, c'est 2 poids 2 mesures qui ne passent pas. Sans pour autant dire que nous ne compatissons pas. C'est pour éviter ces troubles parce que la préfecture de Paris a motivé la communauté rwandaise vivant en France à évoquer des possibles manifestations et troubles devant la salle des spectacles. C'est justement pour éviter cet accrochage-là. C'est selon le communiqué. Selon le communiqué de la préfecture, pour éviter cela. Excusez-moi, juste sur ça. C'est-à-dire que le communiqué du préfet, la demande d'Anne Hidalgo de pouvoir reporter ses concerts, c'est bizarre. C'est dire qu'il n'y a que le Congolais qui serait venu pour un concert, et il n'y a que eux qui sont susceptibles de pouvoir troubler l'ordre public. On ne sait pas comment. On parle de la communauté rwandaise qui viendrait. Mais très bien, on est en France en fait. On est à Paris, on n'est pas à Kigali, on n'est pas. Non, on est en France. Et puis il n'y a pas une forte. Et puis il faut voir où se trouvent les deux événements. C'est-à-dire que vous n'allez pas dire que Paris a été prise en otage,
parce qu'il y aurait commémoration. Je suis en train de vous dire qu'il y a plusieurs activités à Paris ces jours-là, sans pour autant minimiser. Je me répète, je ne minimise pas la commémoration, mais la commémoration, ben, se passe au Rwanda et se passera dans un certain nombre d'autres. Mais là, on est à Paris. Et donc, on ne pouvait pas, à mon humble avis, dire que les Congolais ne peuvent pas penser à leurs problèmes, chanter, récolter des fonds pour les millions de Congolais qui sont totalement démunis et dire c'est là. Bon, c'est leur pays. Je salue encore l'initiative. J'ai dit coup de chapeau à vous et tous les autres organisateurs qui ont fait. Ce n'est pas la fin du monde, mais nous nous interrogeons réellement sur les vraies motivations qui ont amené à cette interdiction ou à ces reports forcés. Moi, je vais peut-être vous poser une question tout à fait de conscience, de morale. La musique, dit-on, adoucit le mœurs. On ne voit pas votre bouche. Ouais, la musique adoucit le mœurs. Pourquoi ne pas organiser un méga concert avec vos collègues artistes rwandais pour dire aux dirigeants de la région que ce que vous faites, en fait, ne rapproche pas les populations, mais au moins ça crée des fleuves de sang entre nous. Attirer. Pourquoi pas, mais je pense que c'est un point sensible. Là, vous touchez avec des artistes rwandais, déjà, j'en connais pas, malheureusement ou heureusement, mais je ne sais pas. Franchement, votre question, c'est assez compliqué, parce que là, on est vraiment en temps de guerre, et c'est très compliqué de s'affilier ou de se mélanger avec, malheureusement, avec le Rwanda. Okay. Moi, j'ai une petite question. Vous êtes très présent sur le plan humanitaire avec votre fondation. En quoi cela est-il si important pour vous d'avoir cet œil très attentif sur la situation qui prévaut dans l'est du pays? C'est important parce qu'aujourd'hui, c'est le Congo, on parle du Congo. Du Congo, ça reste mon pays, même si on parlait d'un autre pays, mais c'est quand tu vois les gens souffrir, surtout des mamans, des femmes, je vois des vidéos, des enfants qui perdent leur mère, c'est compliqué, je suis humain. C'est juste mon cœur qui parle et j'ai besoin de le faire, d'aider mes patriotes, mes compatriotes, c'est tout. Moi, la question, ça reste autour du concert. Qu'est-ce que ça vous a fait? Parce que est-ce que vous avez eu le temps de vous préparer? Il y a eu des répètes. C'est une surprise? Vous vous attendiez quand même un peu à ça? Parce que c'est depuis longtemps que ça se mijote. Oui, ça bougeait un peu depuis le début même. C'était compliqué parce que la date a été plusieurs fois changée. Mais, que voulez-vous que je dise? C'est comme ça, c'est une déception. Surtout pour mes collègues Charles Tabou et Elvis Adidima, parce qu'ils aiment le Congo. Ouais. Ils l'ont vraiment fait pour montrer que nous sommes là pour soutenir tout ce qui se passe. Et malheureusement, le Rwanda, ils ont fait la pression. Et il y a eu cette confrontation de plaidoiries, d'argumentaires et du côté rwandais et du côté congolais. Est-ce que vous pouvez dire, vous, en tant qu'organisateur, votre communiqué le dit, c'est pas de votre faute, que vous avez échoué, vous avez été faible en argumentaire par rapport à la communauté rwandaise, parce qu'eux, finalement, ils ont gagné. Et j'ai suivi leur avocat ce matin qui a dit que même s'il y aura une nouvelle date, nous reviendrons justement pour donner également notre position. Ouais, mais je pourrais dire c'est même carrément de la folie, du réel boycottage, quoi. Malheureusement, voilà. On va essayer de pousser, mais... on va se battre contre vous avez évoqué également la disponibilité des artistes. Parmi les arguments que vous avez poussés, c'est également la disponibilité des artistes qui cette date-là. Ouais. Est-ce que vous pensez facilement... Non, ça va être compliqué. Très prochainement, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, mais je pense qu'avec mes frères, on verra comment arranger cela. Mais ça va être compliqué. L'année passée, il y a deux de vos collègues, notamment Youssoufa et Hiro, qui ont annulé leur concert au Rwanda. Quelle serait votre réaction par rapport à cela? S'il est arrivé qu'il y ait un producteur qui met un cachet sur la table, que vous puissiez jouer au Rwanda, quelle serait votre réaction? Sachant que le problème n'est pas le peuple rwandais, mais le régime en place. Oui, la même chose parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, personnellement, moi, je ne peux pas me mélanger avec tout ce qui est... le Rwanda, je ne peux pas, parce que tout ce qui se passe à l'Est, c'est vraiment, ça fait mal. Et j'ai même des amis rwandais. J'ai des amis rwandais. Et vous êtes rapprochés des politiques congolais. Avec eux? Oui, pour eux, c'est nous, les fautifs, à chaque fois. Quand je leur dis, mais vous voyez ce qui se passe et tout, ouais, non, c'est votre président, etc. Est-ce que vous n'êtes pas un peu victime de manipulation, de politiciens? Je pense que oui,
malheureusement. Ouais. Écoutez, mon ami Charles Tabou qui nous regarde sûrement, je sais que c'est énorme ce que vous avez investi, beaucoup de courage. J'espère que... Est-ce que vous reviendrez pour une autre date pour le même concert? Pour le même concert. Pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas? Parce qu'à voir tous les grands noms que j'ai vus. Oui, pourquoi pas? Pour que vous reveniez tous, c'est... Ça va être compliqué, mais pourquoi pas? Il faudrait encore relancer et voir les disponibilités de chacun. Et voilà. Très bien. Donc là, t'es à Kinshasa ou t'es en train de repartir déjà? Normalement, je devais repartir aujourd'hui, mais j'étais obligé de rester parce que demain, j'ai encore une autre émission avec le ministre de la Culture à la RTNC, donc je suis obligé de rester. Je repars. La ministre de la Culture. Vous serez avec la ministre de la Culture? Vous collaborez? Non, je ne sais pas si elle sera là, mais en tout cas, on m'a appelé ce matin pour. Il y a ces fronts ça s'appelle. Oui. Il y a un front culturel par rapport à la guerre et il y a des productions qui sont organisées à la RTNC, oui, c'est ça. Et justement, demain, je serai là. C'est pas ça rentre dans les cadres politiques. Il y a un nouveau décret qui a été adopté en Conseil des ministres, mais adopté finalement sur un nouveau statut portant et réglementant les secteurs de la culture. Je ne sais pas si vous êtes imprégné, monsieur Lectus. Bref, la politique culturelle, je connais. Oui. C'est quoi ce truc? C'est quoi ça? Je reviens sur ça rapidement avant de terminer, mais je tenais d'abord, c'est que monsieur Dimadja a demandé, est-ce que c'est toujours possible un concert énorme avec des artistes rwandais. Bon, contrairement à mon cher frère Poison, moi je crois que moi j'ai toujours été demandeur de ça. Moi j'ai l'avantage d'avoir joué il y a quelques années vraiment en arrière au Rwanda et c'était parmi mes plus gros concerts entre Rwanda, Ouganda, Tanzanie et le reste. J'ai fait une grande tournée à l'époque là-bas. Et bien sûr que c'était le seul pays où à l'aéroport on m'a stoppé. Monsieur Dende vient ici, on m'a sorti un texte d'une chanson. Ah ouais. Carrément, on a dit cette chanson, vous la chantez pas ici. Ah ouais. Très bien, elle ne figurait déjà pas sur le set. Donc il n'y avait pas de problème. J'étais pas allé chercher une guerre. Effectivement, ce qui manque énormément dans ce qui nous arrive, c'est aussi la diplomatie culturelle. Moi, en tant que, on va dire, secrétaire national à l'identité culturelle, c'est quelque chose que j'ai toujours dit. Il y a l'option militaire qui est va en guerre avec tout ce que l'on sait. Malheureusement, le Rwanda, l'Ouganda ou le Burundi, pour aller un tout petit peu, ne disparaîtront pas de la carte de cette partie. Les enfants qui sont nés des mariages et autres ne disparaîtront pas. Aujourd'hui, nous avons un problème avec le régime rwandais, c'est-à-dire M. Kagame et ses ambitions expansionnistes, les terres, les minerais et autres. Rien n'est dit que les choses vont rester figées de ces côtés-là. Effectivement, comme vous avez dit, est-ce qu'il n'y a pas la manipulation politique? Oui, il y en a énormément. Mais la diplomatie culturelle devrait aussi être le levier pour pouvoir résoudre ces conflits. Nous devons avoir le dialogue interculturel. Et nous devons, pour ceux qui sont avant-gardistes, pour ceux qui savent que tôt ou tard, ça va s'éteindre, pas au détriment de la justice, mais déjà trouver des compromis artistiques, faire en sorte que la culture, que l'on se rappelle que peu importe, ces voisinages ne va pas disparaître parce qu'on est dans ce que nous sommes, devrait quand même réfléchir sur cette question et mettre cela en avant. Est-ce que cette mise en avant, c'est aussi dans le, comme l'ont fait par exemple Maître Gims qui dit Kagame croit Gamé, Youssoufa dit Kagame. Est-ce que c'est dans ce sens-là qu'on doit aller avec, ou on doit être un peu plus modéré? Il y a un musicien rwandais, Corneille, jamais rentré au Rwanda. Non, mais la question c'était, est-ce que c'est mais écoutez, c'est comme ça qu'il faut aller en guerre? On est très pragmatique. Après, même moi, j'ai le même état d'esprit que mes collègues, que Youssoufa, et je comprends aussi que Lexus parle de ce mélange culturel, c'est aussi important, mais calme les âmes. Donc, non, mais ce qu'il dit, et ce que vous venez de dire, et c'est quelque chose qui a déjà été résumé dans le rap, que ce soit avec Assassin, Youssoufa l'a repris, Arsenic a vraiment commencé aussi ce truc-là, qui dit, mais qui peut faire du rap sans prendre position? C'est-à-dire que chez nous, dans la mentalité rap, dans la mentalité hip-hop... Il nous manque en rap. Il nous manque. Je t'ai tutoyé tout de suite. Mais c'est pas grave. Mais attends. C'est-à-dire qu'il est difficile pour un rappeur de ne pas prendre position, surtout quand on voit ce qui se passe.
la posture que je suis en train de prendre pour tenter de dire des choses telles que je suis en train de le dire, mais c'est parce que j'ai aussi ces reculs, cette forme des nuances, etc. De me dire que non, voilà, peut-être qu'à un moment donné, si les politiques, c'est là, il faut quand même voir la diplomatie culturelle, comment faire avancer des choses de ces côtés-là, d'accord? Et c'est que les rappeurs disent, et comme je vous ai dit, vous n'avez pas entendu un seul rappeur dire nique sa mère rwandais ou ceci, non. Il parle de Kagame, il parle du régime, parce qu'ils savent que le problème principal, c'est lui. Oui. Parce qu'on a des amis, on a grandi ici, on a étudié ensemble. Quand vous êtes au Rwanda, même un certain nombre des officiels, quand ils vous reçoivent, ils vous parlent en lingala. Ils vous demandent des Gombe Nengenini, Boni Lingwala, Boni ceci. Moi, je les ai. On connaît des gens, on a des gens. Enfin, quand le dernier concert que j'ai fait avec Akon, où on a pris l'aéroport de Goma toute une journée sans avion, on a mis le podium en plein aéroport de Goma. Il y avait des Rwandais. Le festival Amani, au départ, ces festivals que vous voyez, quand l'idée germait, Eric, qui paie à son âme, qui est à la base de ces festivals, je suis à Bruxelles avec Pichot, on me fait venir, il nous invite, il dit, j'ai une idée, j'ai envie de mettre en place un festival Amani. Et dans son idée au départ, c'était aussi faire jouer le Rwandais, les Ougandais, et c'est là, c'est fait. J'en étais à un moment parrain, je suis venu à 2 reprises sans être payé dans ce festival pour encourager cette idée-là. Donc le dialogue musical, sans être payé, sans demander des sous. Non, j'avais refusé d'être payé parce que c'était la paix dans mon pays. Ouais. Je l'ai toujours fait et ça, j'ai trouvé même comment gérer mes artistes dans ça. Donc voilà, je termine avec ce que mon cher ami ici à ma gauche était en train de dire en ce qui concerne l'ordonnance numéro 25030 pour faire beaucoup plus simple portant politique culturelle. C'est très bien, ça a été promulgué. Mais non, bon, peut-être qu'on attend le journal officiel de nous sortir pour que nous puissions nous en imprégner. Et ça serait intéressant de pouvoir voir si ce n'est pas une avancée quand même. Si ce n'est pas, on a toujours réclamé cela. Mais maintenant, il faut voir la mise en place. C'est quoi la grande nouveauté? Non, je ne sais pas parce qu'il faut que je puisse lire. De la version que je connais de cette histoire-là, on risque d'avoir une espèce de copie-coller parce qu'il ne suffit pas de promulguer. Brazzaville a ça, Seychelles a ça, Gabon. Personne n'arrive réellement à le mettre en place très très bien parce que vous savez, c'est interministériel. Comment faire en sorte, il y a beaucoup de choses qui sont là-dedans. À l'époque, nous rappelons qu'il y avait comme les États généraux en 2006 en ce qui concerne la culture. Il y avait des choses juste à actualiser parce que tout est encore là. On va voir comment ils s'y sont pris. Est-ce que c'est pas un document brac-à-broc uniquement pour faire plaisir qu'on l'a? Comment la faisabilité va se mettre en place? D'abord, il y a moyen de saluer quand même la ministre Yolande. Je suis en train de dire qu'il faut lire ces documents parce qu'elle est déçue de table de ce que nous connaissons de cette histoire. Alors, il y a beaucoup ça veut dire que vous n'avez pas encore bien lu. Pas lu, parce qu'il faut que ça sorte déjà au journal officiel. On attend le journal officiel. À ce moment, on va faire des comparaisons si on ne nous a pas sorti des histoires farfelues là-dedans. On attendra que vous le lisiez, comme ça on peut en discuter. Alors, Poison, on va se dire au revoir. Merci. Toi. Alors, c'est quoi ton programme? Tu es encore à Kin? Tu repars? Oui, je repars pour revenir. Donc, je rappelle que je viens d'ouvrir ma boîte événementiel, Warehouse Entertainment. C'est quoi les conditions? Il y a des jeunes artistes, il y a plein de talents, des gens qui cherchent des espaces comme ça pour s'exprimer. Exactement, c'est un peu ça. Et je suis un peu à la recherche de 2-3 artistes et puis organiser des concerts, faire de la pub. Quand tu dis à la recherche, ça dit quoi? Mais c'est vrai. Il y a quoi, un casting? Il y a quoi? Comment ils font? Peut-être. Parce que je sais qu'ils nous suivent, ils ont juste envie de ça, ils ont besoin de ça. Mais ils auront toutes les infos, qu'ils aillent tous follow la page Warehouse Entertainment sur Instagram. Ils verront bientôt, je balancerai les infos. Let's go, quoi. Ok. Il faut peut-être Warehouse International. Comment ça s'écrit? Entertainment. Warehouse. Je t'enverrai le. D'accord. Et puis, je suis sur un jeu vidéo aussi qui sortira l'année prochaine. Qui s'appelle Fire Mission avec des artistes dedans. NASA, Youssoufa, Hiro, Suspect 95 de la Côte d'Ivoire. Et je reviendrai en parler. Ça, c'est un autre niveau de business. Il n'y a que vous qui comprenez ça. Écoute, ça a été un plaisir. Merci d'avoir été infiniment avec nous. C'était un plaisir et la chance d'avoir aussi à Kinshasa pendant qu'on parle de ce sujet-là. Merci beaucoup. Merci d'avoir. Merci. Et puis le Maréchal arrive, mon dernier EP. C'est le Maréchal, toujours le Maréchal. Exactement. Pourquoi Maréchal? Parce que c'est Poison Mobutu. À très vite. Allez, on te souhaite bonne chance. Merci beaucoup à toi. Bien, c'était Poison Mobutu qui est venu nous voir pour nous parler donc de ce concert et on va rapidement peut-être parler de
On va te libérer aussi parce que c'est depuis longtemps que Merci. On va vous libérer, monsieur Dende. Mais c'est pas grave, même les on a joué au billet ensemble, il n'y a pas de problème. Nous, il n'y a pas de problème. Merci pour la permission, merci. Nous, il n'y a pas de problème. Merci, ça fait plaisir. Mais vraiment, c'était un grand plaisir. Mais le plaisir est partagé. Merci Franchement, d'avoir ça m'a fait plaisir. C'était bien. Ouais. C'était très bien. Monsieur Dimaja, c'était bien. J'espère que nous avons éclairé un tout petit peu le Dimal. Écoute, Kinshasa Télévision, c'est vraiment pour des gens comme vous. C'est vraiment, c'est à vous. Merci et félicitations. Félicitations. Il fallait que des gens qui s'y connaissent réellement reviennent à la charge pour nous offrir cette qualité. On ne pourra rien faire sans vous, c'est ça le problème. On donne la parole à vous, c'est pas nous qui parlons. Il n'a pas changé. Merci beaucoup, merci beaucoup, monsieur. Merci, cher Marius. Lexus Dende, je rappelle donc qu'il est au cadre de l'AMUCA et secrétaire national à l'identité culturelle de l'ECID, le parti de Martin Fayoulou, avec qui on a commenté l'actualité du jour. Merci encore. Merci. Alors nous continuons avec vous, mesdames et messieurs, pour finir cette émission, justement. Nous allons parler de la... Je pense qu'il faut sortir de l'autre côté. Ouais. Nous allons parler du tourisme. Hein. Donc le tourisme congolais est frappé de plein fouet par ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. On va essayer d'en parler tout à l'heure avec notre invité, André Junior Moumaka. Monsieur Alain Loufouli, qui est cadre à l'ONT, l'Office national du tourisme. C'est vrai que depuis l'agression que subit notre pays dans l'est, les secteurs du tourisme est quand même revu à la baisse. Hein. Il y a le parc des Virunga qui n'est plus fréquenté comme c'était le cas auparavant. Alors aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir monsieur Alain Loufouli, qui est cadre à l'Office national du tourisme, pour justement nous parler de ces secteurs qui est alors très en baisse dans notre pays depuis l'agression qu'elle subit dans sa partie est. Donc monsieur Loufouli avec nous, c'est avec lui que nous allons... On va justement, ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo influe sur le tourisme. Monsieur Loufouli, bonjour, merci. Hein. Bonjour. Désolé de vous prendre comme ça à pied levé. Non, c'est pas un problème. C'est juste un plaisir de me retrouver sur votre plateau. Comme je disais tout à l'heure, nous, on essaye vraiment d'inviter des experts comme vous pour nous éclairer. Vous êtes un agent du tourisme, vous faites quoi exactement là-bas ? Voilà, je suis directeur à l'Office national du tourisme. Je gère l'agence provinciale de Kinshasa. Oh, wow, donc, vous êtes sous ma juridiction. Ouais. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Ça fait plaisir. Mais alors, on le disait tout à l'heure que ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo influence beaucoup le tourisme. Mais comment est-ce que Kinshasa est affecté par rapport à ça ? Eh ben, je voudrais quand même ici commencer par dire que à l'est du pays, il n'y a pas que le génocide, mais il y a également un écocide, c'est-à-dire une destruction. Voilà, l'écocide signifie tout simplement une destruction massive de l'environnement, de l'écosystème. Voilà. Donc, les agresseurs de notre pays sont en train de le faire de manière systématique. Donc, c'est-à-dire, juste après cette guerre, nous allons remarquer qu'il y a un autre carnage, mais sur le plan naturel. Et ils le font à dessein. Pendant que nous sommes sur notre plateau, il y a des gorilles qui sont tués. Cette espèce emblématique rare, non seulement au nord, c'est-à-dire parc des Virunga, mais aussi au sud Kivu. J'aimerais souligner ici que le gorille des plaines est une espèce endémique qu'on ne retrouve. C'est comme l'okapi. L'espèce du nord est très différente de l'espèce que nous retrouvons à l'est. C'est quoi la spécificité ? Il y a le gorille Agoria berengei que nous retrouvons disons au sud Kivu, au parc de Kahuzi-Biega, et il y a le gorilla berengei. C'est-à-dire que le berengei, on peut le trouver un peu partout en Ouganda, etc. Mais celui qu'on retrouve au parc de Kahuzi-Biega est une espèce endémique. Il y a Rumangabo qui est détruit, le QG du parc des Virunga, détruit complètement. Il y a des éco-gardes qui ont été tués, et cela est fait de manière systématique. Alors, étant donné que l'Est du Congo serait le fleuron du tourisme congolais, eh ben, c'est tout le pays qui est impacté. Mais nous sommes en mode résilience, parce que tôt ou tard, cette sale guerre prendra fin.
Mais entre-temps, le tourisme est affecté. Ma question, c'était au niveau de Kinshasa, en quoi ce qui se passe à l'Est affecte Kinshasa directement? Est-ce qu'il y a des touristes? La grande question, est-ce qu'il y a des touristes qui viennent à Kinshasa? S'ils viennent, c'est pour voir quoi? Il y a des touristes qui viennent à Kinshasa, mais c'est un peu de manière très timide. Parce que, vous savez, sans la sécurité, le crépitement des balles, les bruits des bottes, n'est-ce pas, fait en sorte que les visiteurs ne puissent pas affluer vers une destination touristique. Déjà, je rappellerai ici que c'est aujourd'hui que nous pensons que voilà, cette affaire de l'Est est en train de toucher pleinement notre tourisme. Non, mais le parc de Virunga et le parc de Gaouzi-Biega, c'est depuis 94 et 97 qui sont sur la liste rouge, désignés comme des parcs en péril. Vous comprenez? Lorsque vous avez des parcs qui sont des vues, c'est-à-dire qui ont une valeur universelle exceptionnelle, qui sont des patrimoines mondiaux, et ici, je soulignerai qu'il n'y a personne qui en parle, c'est-à-dire tous les organismes que nous avons ici n'en parlent pas. Ils sont là, environnement social, environnement à gauche, à droite, mais ils ne parlent pas de ce qui se passe. Et cela fait en sorte que les gens pensent que Kinshasa aussi est en guerre. Il y a cette mauvaise communication qui se fait à l'extérieur du pays, mais nous sommes là, n'est-ce pas? Nous faisons un travail de fond parce que dernièrement nous étions à Fitour, l'un des plus grands salons de tourisme dans le monde, n'est-ce pas? Et nous y allons également pour dire à la face du monde que le Congo est visitable. Kinshasa est hospitalier, est une ville hospitalière avec tout ce que nous avons. Nous avons 9 parcs nationaux, 63 réserves et domaines de chasse, 10% ou 11%, n'est-ce pas, de l'espace géographique congolais est constitué des aires protégées. Et lorsque le monde entend dire qu'il y a des guerres, eh ben, le tourisme est affecté. Il y a tous les piliers du tourisme, c'est-à-dire restauration, hébergement, transport, hôtellerie. Hein, personne ne voudra aller dans un pays où chaque jour on nous raconte que... Monsieur Le Folie, il n'y a pas la guerre à Kinshasa. Effectivement. Heureusement, vous connaissez la réputation de cette ville sur le plan ambiance. Mais on n'a pas une cartographie touristique, des lieux touristiques historiques de la ville de Kinshasa. Yéba Congo. En tout cas, c'est une très bonne question. J'aimerais dire ici que l'ONT a connu beaucoup de problèmes. D'accord ? Nous étions dans une léthargie, mais je vous rassure que maintenant les choses sont en train de bouillonner. Ici, je salue notre ministre, M. Didier Mpambia, et Mme Jolie Ombo-Mukendi, notre directrice générale, qui font tout actuellement pour que nous puissions redorer de cette belle image de notre pays. J'ai dit ici que nous avons repris, par exemple, avec tous les grands salons du monde. Le Congo, je vous informe que le Congo est présent maintenant dans tous les grands marchés du tourisme. Le Congo va lancer bientôt une application. D'ailleurs, Marius en connaît quelque chose. Yéba Congo. Yéba Congo, ouais. N'est-ce pas? Qui est une application qui présente cette cartographie au fait, touristique. Mais je vous recommande, je pense que c'est déjà sur la RDC. Je ne sais pas s'ils peuvent télécharger ça déjà sur Apple Store. Et, voilà. Il y a certaines améliorations qui sont en train d'être faites. Ouais. C'est-à-dire que le monde entier pourra entrer dans smartphone et tout ça et voir Yéba Congo. Mais parlons de Kinshasa. Nous allons, avec la permission de Kinshasa TV, venir bientôt vous présenter la nouvelle carte touristique de Kinshasa, avec tous les sites, que ce soit artificiels ou naturels. On est là pour ça. Hein. Les embouteillages font partie aussi des choses à visiter. Hein. Font partie du tourisme. Vous savez, j'ai amené des touristes, comment on appelle, au site touristique de l'Ansele. Une dame qui regardait et dit mais elle ne savait pas qu'il existe un tourisme qu'on appelle le tourisme mémoriel. C'est-à-dire que c'est vrai que le tourisme marche à contresens avec des problèmes d'accessibilité, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas des infrastructures, ça cause problème. Mais il y a ce qu'on appelle le tourisme d'aventure. Monsieur Le Folie, vous avez dit que l'application sera mise en ligne cette année, en 2025. Ne pensez-vous pas quand même qu'on est en retard sur le plan continental? Quand on voit des pays comme la Tanzanie, comme le Rwanda par exemple, ne pensez-vous pas qu'on a quand même loupé quelque chose durant toutes ces années? Bonne question, mais il y a quelqu'un, c'est pas moi qui ai dit ça, il y a quelqu'un qui a dit qu'il n'est jamais trop tard pour mieux faire.
D'accord? Il y a un nouveau dynamisme au sein du ministère du Tourisme, au sein de l'Office du tourisme. Il y a quelques mois, vous avez suivi, on a organisé ce qu'on a appelé la Semaine congolaise du tourisme. Et il y a eu tous les acteurs, n'est-ce pas, du secteur, qui ont parlé. On a donné la tribune, on a laissé la tribune à tout le monde, que ce soit les privés, que ce soit le public, que ce soit tout le monde, pour réfléchir, afin que nous puissions sortir notre secteur du tourisme de ce carcan. Écoutez, le Congo, je disais sur un autre plateau que le Congo est capable de se développer rien qu'avec le secteur du tourisme, sans les minerais. Mais il suffit simplement que nous puissions mieux organiser les choses, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Est-ce que l'ONT a les fonds nécessaires pour propulser justement le tourisme dans notre pays? Est-ce que vous recevez les fonds nécessaires? Bon. Mais le tourisme lui-même, c'est beaucoup d'argent. Hein. Il suffit juste qu'il s'organise pour récolter ça. Écoutez, le Congo, c'est un pays riche. Il y a moyen de faire mieux. C'est ce qu'on nous dit depuis qu'on est né, hein. Oui, mais aujourd'hui, nous avons par exemple ce qu'on appelle le fonds de promotion du tourisme, qui est une taxe parafiscale. C'est une redevance que nous percevons. Mais ici, je voudrais insister sur votre plateau, c'est à titre déclaratif. C'est-à-dire que l'opérateur, il dit, ce mois, j'ai fait autant. Vous comprenez? C'est-à-dire que, voilà, il y a des gens qui sont des insolvables, etc. Mais là n'est pas le sujet du jour. Mais je dirais que ce qui est mis à la table... Pourquoi vous ne numérisez pas le secteur? Nous sommes en train... Déjà, les airlines, sur le côté airline, c'est numérisé. Et nous allons maintenant dans des secteurs hébergement, restauration. Vous pouvez vérifier, le secteur du tourisme au niveau des compagnies aériennes, tout est numérisé maintenant, actuellement. Alors, avec tous les grands hôtels qu'il y a ici, je vois que l'hébergement, je veux dire, l'hôtellerie à Kinshasa est en train de se développer petit à petit. Je prends qu'il y a Marriott qui va arriver. C'est une grande... Oui, des grandes firmes, oui. En tout cas. Alors, est-ce que vous percevez des taxes de ces hôtels? Bon, comme il se doit. Je soulignerai ici qu'il y a d'autres agents de l'office qui sont mieux placés pour parler de cette taxe, excusez-moi, mais je ne vais pas balayer votre question. Je dirais que nous percevons, mais ce n'est pas très régulier, et il y a beaucoup d'insolvables, parce que c'est à titre déclaratif. Vous voyez, il faudrait qu'il y ait des moyens contraignants plutôt, pour que les opérateurs du secteur, n'est-ce pas, s'acquittent de ce devoir civique. Oui, c'est un peu comme la TVA, ça n'appartient pas aux commerçants, la TVA appartient. Voilà, le commerçant a bombe l'État. Donc voilà. Il y a plusieurs pays du monde, hein, pourquoi pas de l'Afrique, qui sont développés grâce au tourisme. Le Maroc, RDC, le Maroc, par exemple. Le Maroc, plusieurs pays d'Afrique du Sud, le Kenya, le Rwanda. Si vous voulez. On ne dit pas que c'est développé. Mais je veux dire... Alors ici, en RDC, je crois que le secteur qui vraiment renfloue les caisses de l'État, c'est également le secteur minier, bien que c'est à la base de plusieurs controverses. Et le secteur du tourisme. Oui, justement. Ne vous en faites pas. Oui, justement. Est-ce que vous pouvez vous porter garant du secteur du tourisme pour justement apporter cet apport significatif, permettez la tautologie, aux caisses de l'État pour justement contribuer au budget de l'État? Alors, je voudrais dire ici que le tourisme est un secteur transversal. Parce que tout à l'heure, j'ai dit que, en plus de tout ce que vous avez cité comme contributeur au PIB, etc., le tourisme également. Lorsque quelqu'un veut voyager, premièrement, il se dit visa, n'est-ce pas, les affaires étrangères. Il se dit transport. Il se dit hébergement, il se dit restauration, il se dit enfin les attractions. Et l'ONT, l'Office du tourisme, fait un travail en amont. Nous allons vers les marchés, n'est-ce pas? J'ai cité un des salons ici, pour inviter au fait. Mais lorsque le touriste arrive, il n'est pas nécessaire qu'il passe par l'Office du tourisme. Mais lorsqu'il laisse par-ci, par-là, mais le problème c'est nous n'arrivons pas à le quantifier aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas encore ce qu'on appelle le compte satellite du tourisme. C'est-à-dire c'est un instrument capable de quantifier l'apport, n'est-ce pas, de notre secteur. Nous sommes déjà en train d'y travailler avec l'apport de l'ONU Tourisme, n'est-ce pas? C'est un outil de gestion qui met en compte différents secteurs qui font que le tourisme puisse... Dernièrement, j'étais témoin, j'étais témoin à Force et je crois à Limité pour le voyageur. Ceux qui doivent payer la taxe sur le tourisme, c'est en interne, à l'externe ou bien le 2 cas?
Parce qu'il À y a des limiter, gens... là où il y a les bus, oui, et à force, des gens qui sont venus vendre des tickets qu'il faut alors devaient acheter sous peine de ne pas voyager même. Je crois que c'est à 500 ou à 1000 francs. Cela concerne qui, ces genres de taxes? Ceux qui sont à l'interne, les voyages à l'interne, ou bien simplement au niveau des aéroports, où c'est vraiment de l'arnaque? Oui, non. Premièrement, la redevance FPT n'est pas payée. Il n'y a personne qui vient demander il faut payer comme ça. Non. Ce sont des pourcentages inclus dans les billets. Que ce soit billets d'avion ou billets de bus ou tout ça. Mais par rapport au transport routier, ce sont les transporteurs qui font d'une province à une autre, qui, en fait, dans les billets, sont inclus. C'est ce que nous appelons le FPT. Donc, s'il y a quelqu'un qui s'en va près d'un bus dire il faut payer le FPT, c'est faux. Donc, il faudrait que nous ayons cette information pour les dissuader à ne plus avoir ce genre de comportement. Monsieur Alan Lofouli, vous êtes directeur à l'ONT. Très souvent, quand on voyage, on est obligé de passer par l'aéroport international de Njili. Est-ce qu'il y a vos bureaux? Il y a des locaux de l'ONT à l'aéroport international de Njili? Bien sûr. Oui. Nous avons des antennes à Kinshasa. Nous avons une antenne au beach, Ngobila. Nous avons une antenne à l'aéroport. Nous avons une antenne à Kinkole, etc. Mais ici, nous voulons quand même relancer un appel, parce que le positionnement, en fait, de notre bureau n'est pas assez bon. Et on l'a demandé, on travaille avec la RBA et nous espérons que cette fois-ci, nous serons à la fois du côté international et du côté national. Notre bureau est juste situé au milieu, entre la rotonde, l'ancien, et le côté... voilà. Alors, qui dit tourisme dit hospitalité, aussi la façon à laquelle vous recevez les gens qui viennent au pays. Je pense que le tourisme, comme vous dites, peut nourrir ce pays, mais tout dépend vraiment de comment on le gère, même dès l'entrée du pays. J'ai fait dernièrement un voyage à Brazzaville, et à mon retour, j'arrive au beach. En fait, je ne sais pas où aller, parce qu'il n'y a rien qui est écrit où aller. Tout ce qu'il y avait des gens qui m'ont dit « les kabouis ». Et puis je me suis arrêté, j'ai dit « na les kabouis pour na kende wapi ». Après, il m'a dit, non, on a été les gars. Bon, oui. Après, j'ai dit, bon, en tout cas, après, il dit, mais monsieur Marius, tout le monde va là-bas, vous devez aller là-bas. Bon, j'étais un peu, j'ai dit, pourquoi, tu vois? Après, j'ai arrêté le monsieur, on a eu une discussion. J'ai lui expliqué que ça, et on en parle parce que c'est ça l'hospitalité pour des gens qui viennent chez vous. Il devrait avoir des indications claires qui disent arrivez tous les passagers ici, arrivez diplomates comme on le voit à l'aéroport. Mais le monsieur m'a fait une visite. Après, parce que je me suis plaint, il m'a fait la visite pour me montrer, au fait, au départ, tout est bien organisé. Mais le problème, c'est qu'on a l'impression que c'est quelque chose qui est fait à dessein pour qu'il y ait des gens qui profitent de la situation. Parce que ça a été fait tel que dès que vous arrivez, il y a un passage où vous passez à l'officier d'immigration qui vous donne le tampon et vous passez au contrôle des bagages et tout ça. Tout a été fait. Mais le problème, c'est qu'au début, il y a des gens qui veulent tirer profit. Il n'y a aucune indication. Donc, ça, c'est une partie du tourisme aussi. Et même à l'aéroport, quand les gens arrivent, comment est-ce que le pays vous accueille? Ils sont guidés, oui. On dit que nous sommes d'une hospitalité légendaire, mais ça veut dire quoi? On doit le sentir également quand on arrive à l'aéroport, quand on arrive au beach, quand on arrive à la frontière, on sent que, comme quand on le sent quand on arrive au Kenya. Moi, je suis passé par Kenya. Quand je suis sorti dans l'avion, j'ai vu qu'il y avait une dame qui m'a dit « Bienvenue au Kenya ». Tu vois, pour moi, c'était l'image du Kenya un peu... Et ça m'a fait du bien d'entendre ça. Aux États-Unis, par exemple, quand vous arrivez à l'aéroport et que vous êtes américain, l'officier vous dit « Welcome home ». Donc, bienvenue à la maison. C'est un exemple que je donne. Vous n'entendrez jamais ça ici, chez nous, quand on arrive. Donc, ça, ce sont des choses... Si à l'Est, quand même, les gens vous disent caribou. Bon. Les gens vous disent caribou. Quels gens? Ce n'est pas l'officier qui vous reçoit. Qui sait que vous êtes congolais, par exemple, vous rentrez chez vous, il vous fait sentir que
finalement, vous êtes chez vous. Et c'est ça, l'hospitalité, ça va dans... Effectivement, M. Barius, vous avez tout à fait raison, parce que le tourisme se résume en deux mots. C'est l'hospitalité, donc l'accueil et l'information. Exactement. D'accord ? Je disais ici que le tourisme est un secteur transversal, c'est-à-dire qu'il prend en compte plusieurs services, plusieurs secteurs. Nous, en tant qu'Office national du tourisme, nous ne cessons de faire ce plaidoyer-là. On a eu des rencontres mixtes. Je vais vous faire rire. Dernièrement, on m'appelle à Kinkole, on a arrêté des touristes. Pour quelle raison ? Prise de vue du fleuve Congo. Vous voyez ? Peut-être qu'il fallait payer. Je dis prise de vue du fleuve Congo. Donc, c'est un problème sérieux. Alors que dans la loi 018 portant principes fondamentaux relatifs au tourisme, en son article 45, on dit on peut prendre des images photos partout au Congo, sauf dans des endroits où c'est bien indiqué, avec panneaux. Vous comprenez ? Les journalistes et tous les jours. Ça m'interpelle, au fait, parce que je crois que j'ai un exemple à Boma, au Baobab Stanley, c'est bien écrit, prise des photos avec caméra, il y a un prix. Prise des photos avec téléphone, il y a un prix. Prise des vidéos, il y a un prix. Est-ce que c'est votre bureau de l'OMT? Non, ça peut se comprendre. Dans des sites touristiques, on peut attirer les gens et on peut se faire de l'argent derrière. Mais je dis, vous êtes là à Kinshasa, vous prenez... Oh, monsieur... Ici, nous saluons les services de sécurité qui font un bon travail, mais il y a des brebis galeuses. C'était quoi encore l'infraction? J'ai dit prise de vue du fleuve Congo. Donc demain, ça sera prise de vue aérienne du Congo. Alors, nous avons, je remercie ici nos amis de l'ANER qui ont appelé ces gens-là pour leur dire à l'instant même, libérez-les, sinon on vous prend tous. Merci vous voyez? beaucoup. Donc c'est pour dire, nous avons des problèmes comme ça, mais il y a des commissions. Nous travaillons en commission mixte, avec différents services pour pallier à ce genre de situation. Je disais que nous revenons de très loin. Le passé, c'est le passé, mais maintenant, nous devons mieux faire les choses. Voilà pourquoi nous ne ménageons aucun effort pour changer. Vous avez parlé de Yeba Congo. Qu'on réclame, voilà. Sur App Store. Vous l'aurez incessamment. Et il y a plusieurs autres choses. Il y a la politique nationale maintenant. Nous avons une politique. Depuis toutes ces années, le tourisme congolais était géré par des arrêtés, mais actuellement, nous avons toute une politique et une loi même, une loi fondamentale. Moi, c'est juste une petite remarque, je ne serai pas très long. Oui, s'il vous plaît, on est arrivé à la fin. Là. Joe me fait signe on est content de voir des réformes que vous apportez au sein de l'ONT, mais il n'y a pas une communication. Les gens ne sont pas au courant de toutes ces réformes. Qu'est-ce que vous faites pour que les gens puissent être au courant? C'est pour ça qu'il est là, je crois. Mais c'est pas assez, faut le reconnaître. Non, mais il y a toujours, nous irons de manière crescendo. D'accord. Alors, en tout cas, nous, on peut vous rassurer de notre disponibilité. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'appelle Kinshasa Télévision. C'est aussi pour vendre Kinshasa d'une certaine façon, à notre manière. Pourquoi pas avoir un partenariat avec Kinshasa notre Télévision? Propre histoire. On est ouvert à vous accompagner. Je sais que Madame Joliombo Mukendi, depuis qu'elle est là, il y a pas mal, parce que j'avais un ami qui a travaillé chez vous, il y a pas mal de choses qui ont bougé. On le sent, mais il faut continuer, il faut communiquer. Et Kinshasa Télévision est là. D'ailleurs, ce soir, sur Kinshasa Télévision, vous allez suivre l'interview Droit dans les yeux qu'on a eu avec le ministre provincial du tourisme, M. Jésus Noël, que nous saluons chaleureusement. Et donc, merci beaucoup d'être venu, M. Alain Lofoli, pour nous éclairer. En tout cas, on est ouvert. Venez de temps en temps, parlons-en, discutons, faisons ensemble la promotion de notre belle ville, Kinshasa Télévision. Ok, on est ouvert au partenariat. Allez, merci beaucoup. Merci beaucoup et coucou à tous les cadres et agents de l'Office national du tourisme. Pourquoi pas? Ah, ok. Coucou. Voilà, merci. Ça fait partie de notre tourisme aussi. Eh oui. Allez, merci beaucoup à vous. Merci Jean Kia Mukelenge, mais vraiment bravo. Mais non, si je ne suis pas là, je suis tranquille, je sais que tu peux faire des émissions. Cocorico, on a annoncé le grand retour de Cocorico. Quelle est la question pour Cocorico, la grande question? J'aurais aimé que Cocorico pose une question à Lexus Légal, mais peut-être qu'on peut lui demander à poser une question à M. Alain Lofoli par rapport au tourisme en RDC. On va essayer si vous voulez. Vous voulez une question de Cocorico?
Pourquoi pas, mais qu'il ne soit pas, quand même... Le problème avec Cocorico, c'est qu'on ne le corrompt pas. Il pose la question qu'il veut. Hein. Et donc, je dis quoi, Cocorico? Vous êtes directeur de tourisme Oui, chef d'agence provinciale de Kinshasa. De Kinshasa, ok. On va lui demander. Voilà, je suis avec moi, Cocorico, avec monsieur Alan Lofoli. Il est directeur à l'Office national du tourisme du Congo. Je voudrais que tu lui poses une bonne question par rapport au tourisme en RDC, mais plus particulièrement à Kinshasa. Disons 2 questions. Vas-y. Parfait. Voici 2 questions bien ciblées que tu pourrais lui poser. En plus. Premièrement, Monsieur Lofoli, Kinshasa regorge de richesses culturelles et historiques souvent méconnues du grand public. Quelles sont les initiatives concrètes que l'Office national du tourisme met en place pour valoriser le patrimoine urbain de la capitale, notamment auprès des touristes nationaux et étrangers? Et deuxièmement, le tourisme urbain reste un secteur à fort potentiel, mais sous-exploité en RDC. Quels sont, selon vous, les principaux freins au développement du tourisme à Kinshasa et comment l'Office entend-il les surmonter? Voilà, je pense qu'en général, ce sont presque les questions que nous lui avons posées. Hein. Il a pu développer tout à l'heure. Je ne sais pas s'il y a une réponse particulière. Oui, il y a une réponse particulière par rapport à la promotion du tourisme culturel à Kinshasa. Nous avons mis en place un concept que nous appelons tourisme, école et tourisme. D'ailleurs, nous avons, Madame le DG a eu un premier entretien ou une série des journées de sensibilisation, n'est-ce pas, avec les élèves. On a commencé parce qu'on se dit, si les élèves, n'est-ce pas, prennent conscience de ce que nous avons comme patrimoine historique, culturel, naturel, écotouristique, eh ben, demain, nous pourrons avoir des bons représentants du tourisme, des personnes qui vont travailler dans le sens de développer ce secteur. Et ce concept est déjà mis en place et nous passons d'école en école. Mais aussi, nous avons lancé des circuits institutionnels, historiques, tracés sur une carte qui est déjà opérationnelle d'ailleurs, une carte avec des circuits par rapport à différents types ou formes de tourisme que nous pouvons avoir ou que nous pouvons organiser à Kinshasa. Oui, M. Lofoli, tous ces monuments qui étaient postés à Kinshasa ont été à l'occasion de la politique de l'authenticité. Ces monuments ont été déboulonnés. Qu'est-ce que vous allez en faire? Ça fait partie de notre histoire. Oui, il y a un projet avec le musée national. Par exemple, le monument équestre de Léopold II, qui se trouvera encore au site de l'ancien musée, va être exposé au grand musée. Tous ces monuments sont casés quelque part. Et je voudrais même que ce que nous avons au musée ici, ce n'est que le 1/3 de ceux qui se retrouvent encore dans les dépôts du musée. Très bien, nous sommes arrivés à la fin. On reviendra justement sur ça, hein, comme on dit, en profondeur avec peut-être ce qu'on peut faire ensemble. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec nous pour nous éclairer sur le tourisme en RDC pendant cette période. Merci encore. Merci. Monsieur Lofoli. Voilà, merci à vous, Monsieur Dimanja. Merci Marius. Peut-être qu'un jour, ce sera vous le présentateur principal aussi. Il n'y a pas de souci. Hein. Apparemment, il y a Scotty qui n'est pas d'accord avec moi. Alors, merci beaucoup à André Junior Moumaka. Merci Marius, c'était un plaisir de te retrouver en tout cas. Ça fait plaisir de vous retrouver. Maintenant, je peux partir en paix quand je ne suis pas là. Je sais que la machine peut tourner. Maintenant, il vous faut... Mais je pars avec Cocorico, hein. C'est mon ami, je ne le laisse pas. Allez, merci beaucoup à toi, André, Jean Kiamoukelenge. Merci Marius. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Au nom de toute l'équipe, Victor Manzombi à la prise de vue et John Sakama, qui est en train de devenir mon caméraman personnel, mais il y a encore des choses à faire. Parce que j'ai dit tout à l'heure que si je partais avec lui quelque part, il va fouiller. Il m'a rassuré qu'il ne va pas fouiller du tout. Après, moi, j'ai dit que Joe, s'il te plaît, avant de partir, tu me garantis qu'il y a quelqu'un qui peut rester. Donc, Joe Sakama était à la prise de vue. Merci beaucoup à Madame Espérance Moutoumene. Merci à Gaylor Vangadio qui était à la prise de son.
Josaphat Mombo, on dit qu'il est l'homme à tout faire. Je dis que bon, qui trop embrasse mal étreint, c'est ce qu'on dit, non? Mais bon, il a encore ses 2 pieds sur terre et il gère tout. Merci Josaphat. Et l'émission d'aujourd'hui, comme d'habitude, a été réalisée par Scotty Mukonkole. Vous savez que ça fait quoi, plus de 14 ans que je travaille avec Scotty. Hein. Voilà. Wow. Il maîtrise, il sait bien ce que je veux, il sait voir si je ne suis pas content, et il sait voir si je suis content aussi. Okay. Je pense qu'aujourd'hui, il a vu qu'il y a un sujet sur lequel on va parler. Allez, merci. Au nom de toute cette équipe, je vous dis un grand merci de nous avoir suivis. On espère vous retrouver lundi à partir de 8h30. On doit tenir la parole quand même pour un autre numéro de cette émission Cocorico. D'ici là, portez-vous bien et surtout, prenez bien soin de vous. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre page Facebook Kinshasa Télévision qui a triplé d'abonnés depuis les 2 dernières semaines. Continuez à vous abonner pour ne rien manquer de Kinshasa Télévision. Merci encore à vous tous et on se retrouve lundi. Au revoir et bon week-end. Au cœur de Kinshasa, une voix s'élève. Reflet de nos histoires sous le ciel du Congo. Des rues de notre ville jusqu'à l'étreinte du monde. Kinshasa Télévision, notre véritable visage. Nous racontons notre voyage en couleurs vives et éclatantes, transformant les perceptions, apportant la vérité. Fini les récits lointains, c'est notre tour de partager la beauté et la lutte avec une passion rare. Nous sommes Kinshasa.